Bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Merci. Je suis désolé, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah On se non, mais repose, écoutez, on a notre temps, on a notre temps. ça marche. Beaucoup de personnes sont là pour discuter avec vous, mais surtout comprendre ce que vous avez réalisé à Kingersheim. Euh, je vous présente très rapidement aussi le deuxième animateur qui s'appelle Charles-Maxence Laillé, qui va m'accompagner. Mm. Euh, Vous avez, à mon sens, euh, pour SOS Mère, quelque chose qui est formidable, c'est que vous avez réussi à créer le terreau où on peut semer les graines de la solution. Donc, J'arrive. sans prise de conscience euh, de la société civile, toutes les solutions qui peuvent nous amener à la résilience vont nous passer sous le nez. Donc, on est très intéressé vraiment de savoir comment vous avez réussi à insuffler cette sensation de pouvoir politique aux citoyens. Comment vous avez réussi à faire en sorte qu'ils se sentent concernés, comprennent quel est leur pouvoir et qui tractent en fin de compte plein d'autres choses derrière. Le fait que, justement, s'il y a des solutions pour la résilience, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient d'ordre du vivre ensemble, et moi je rajouterais de la sécurité, parce que les gens qui n'ont rien à perdre sont dangereux. Mais ces mêmes gens, vous les mettez avec des moyens, les moyens de se réaliser, ils ne le sont plus. Et Mm. pour moi, la sécurité, c'est ça. C'est ça. Je laisse Charles Maxence dire deux mots et puis on commence. On vous D'accord, interroge, vous dites ce que vous voulez aussi. d'accord. Moi, j'ai la chance de connaître Jo dans un cadre très intime presque, puisqu'on s'est retrouvé lors du premier séminaire des Jours Heureux à partager la même chambre commune. Et donc, Ça ça y a est, créé des liens sur plein de niveaux humains, c'était sympathique, et y compris avec des niveaux hiérarchiques différents sur les lits superposés. Et mais donc, je me souviens que j'étais en bas, moi. ouais, donc, Jo, effectivement, peux-tu nous présenter un peu la démarche, Hein. Ouais, le diagnostic, en tout cas l'analyse qui a été faite, et surtout l'ordre dans lequel vous avez mis en place certaines choses au niveau de ouais, la commune de Kierensheim? ouais. Je pense d'abord qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion personnelle par rapport au pouvoir. Et je pense que si on n'est pas ses maîtres dans la conquête du pouvoir, on est resté relativement des analphabètes dans le partage du pouvoir. Donc, comment associer les citoyens et toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise au processus de décision? Comment faire les travaux pratiques de la fraternité en réalité? Parce qu'au fond, c'est un acte de confiance que de considérer que chacun, dans sa singularité, est porteur d'un potentiel citoyen incroyable. Et ce potentiel n'est jamais développé parce qu'on est dans une démarche systématiquement verticale, d'une certaine manière dans une forme d'assistanat civique qui consiste à reconnaître une sorte d'alliance objective entre ceux qui décident en haut d'une manière descendante et ceux qui sont restés dans ce qu'on veut laisser dans le yaka faucon. Et donc, je pense qu'il faut faire acte de confiance. Et je pense que sur les 20 dernières années, il y a un gros travail d'abord d'aller-retour entre la pensée et l'action, entre le silence et l'engagement, en équipe, pour peut-être avoir un paradigme différent sur la démocratie, ce que j'appelle démocratie construction. Donc, il y a peut-être 3-4 choses, pour ne pas monopoliser la parole, qui paraissent importantes. J'ai observé d'abord qu'il y a des lieux pour toutes les activités humaines, sauf pour des lieux qui consistent à débattre, à élaborer ensemble et à décider, c'est-à-dire un lieu dédié à la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie vivante qui ne soit pas une démocratie de pratique démocratique. Et donc, nous avons créé en 2006 la Maison de la citoyenneté, qui est autant la maison des citoyens que des élus, autant la maison de la concertation que de la décision. Ce lieu est très important parce que pour nous, c'est le lieu de toutes les fonctions démocratiques et le lieu de toutes les ressources démocratiques. Et surtout, on est pour rejoindre la notion de résilience que je peux résumer dans les 3 cultures politiques ou démocratiques qui nous habitent et qui sont entre nous, mais qui sont ignorées de la part des uns et des autres. Je pense qu'il faut, dans une logique d'adaptation, de résilience, être à la fois habité par une culture de l'utopie, du rêve, de ce qui est à advenir, de l'horizon qu'il faut construire, et puis parce que c'est vital pour chacun d'entre nous et pour le collectif. Ensuite, une culture de la colère, ça passe souvent par la colère, la résilience, par l'indignation, par la résistance, et puis une culture de l'engagement, de l'acceptation du principe de réalité. Et en réalité, toute la démarche, l'écosystème démocratique que nous voulons mettre en œuvre
Et la maison de cette citoyenneté doit refléter la capacité de fertiliser ces trois cultures différentes. En d'autres termes, d'être en résilience. Et je pense qu'il n'y a pas de transition écologique, de transition possible, d'ailleurs humaine, sans transition démocratique, c'est-à-dire de faire avec les gens et non pas pour. Voilà. Et donc, ça, c'est un des éléments importants. Et puis, il y a aussi un autre élément. On m'entend encore? Très bien, on Ça vous va. entend parfaitement. Ça, c'est la maison, le lieu dédié. Puis ensuite, il y a un état d'esprit qui se traduit assez bien par une des Olympiades de démocratie que nous avons organisées en 2004, qu'on a appelé les États généraux permanents de la démocratie. C'est dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, mais qu'elle naît au sens des Arendtiens. C'est dire que chaque fois qu'il y a un projet, il y a une naissance de démocratie. Et considérer que la démocratie s'arrête à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, c'est juste le déni de la démocratie. C'est évidemment une bonne nouvelle que d'avoir une démocratie électorale, mais de résumer la démocratie, le vivre ensemble, les processus de décision, l'acceptation de la complexité à un bulletin de vote sur une personne une fois tous les 5 ou 6 ans, à mon avis, c'est quand même assez pauvre. Et donc, pour nous, la démocratie elle doit être permanente, continue, réelle, efficiente. Et c'est dans cet esprit-là que nous pensons qu'à chaque occasion, pour chaque projet, il faut créer les conditions pour que chaque personne puisse être copropriétaire de l'intérêt général et coproducteur de la décision. Sur l'idée de l'intérêt général, c'est très important parce que tout à l'heure, je vais déjeuner avec Fabrice Midal, qui est un des spécialistes de la méditation en pleine conscience, de la bienveillance, du bien-être. Et on essaie de travailler le bien-être dans la ville et puis dans notre entreprise. Je pense ce qui résume ma démarche, en fait, elle est aussi philosophique, elle est aussi utopique, c'est que dans tout processus de décision, au lieu d'être dans l'affrontement systématique, dans les querelles posturales politiciennes, je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même pour construire du commun. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Et puis, on a des outils, notamment un outil qui me paraît d'une bonne synthèse entre la démocratie, la liberté de parole, de co-construction et la République, c'est-à-dire le souci de l'intérêt général, le souci de la protection aussi, eh bien, c'est les conseils participatifs qu'on met en agenda à chaque fois qu'on met en agenda un projet. Donc, ces 10 dernières années, nous avons organisé 10 conseils participatifs différents pour 10 projets, 40 projets différents et 40 conseils participatifs avec 700 personnes différentes. En d'autres termes, on a été dans la co-construction. Et ces conseils participatifs sont formés par toutes les ressources. Collège habitants, collège élus, collège experts, collège personnalités qualifiées. La philosophie, c'est fertiliser les points de vue différents. Il faut sortir de l'affrontement systématique, être capable de dépasser, de rentrer dans une dimension universelle de la démocratie. Et c'est ainsi que nous essayons de mieux décider ensemble et de mieux agir ensemble. J'en arrête là sur les 3 éléments. Évidemment, il y a bien d'autres éléments à rappeler, mais je suis disponible évidemment pour des questions-réponses, c'est peut-être plus vivant. Merci beaucoup pour cette information qui est très précieuse. Vous avez 6 piliers de la démocratie. Vous pouvez nous en parler? Quand vous parlez des 6 piliers, c'est-à-dire les 6 balises? Les 6 valises, voilà. Ouais, j'en ai expliqué 3. Je pense qu'on va rajouter 3 autres. La première, c'est d'abord un état d'esprit, en tout cas une éthique de l'action publique. Je pense qu'on ne peut pas envisager d'associer les habitants, d'être dans une démocratie construction, si on n'essaie pas d'être exemplaire sur la représentation démocratique que nous devons porter. Et de ce point de vue-là, il y a des choses aujourd'hui qui me paraissent symboliques. Il y a une forme de légitimité symbolique qu'il faut travailler. Par exemple, pendant longtemps, on a organisé les vœux du maire avec 1000 personnes, avec un grand discours, avec des petits fours, avec du concert. Puis finalement, mon épouse me disait, mais qu'est-ce qui est important à ton avis? Pourquoi les gens viennent à tes vœux du maire? Est-ce que c'est pour les petits fours ou pour ton discours? La réponse est dans la question. Donc, on est passé des vœux du maire aux vœux de Kingersheim, c'est-à-dire beaucoup plus simple, plus sobre. La question de la sobriété est importante. Et c'était un discours de 5 minutes sur les valeurs métapolitiques plutôt que sur ce qu'on fait. Autre élément important, on ne fait plus d'inauguration, de couper de ruban. Je pense que c'est important de dire qu'à place de ça, on organise des temps d'appropriation des habitants, puisqu'au fond, on n'est pas propriétaire de ce qu'on aura réalisé. On est juste de passage et on est au service des habitants et du bien commun. Ça, c'est un des piliers importants et fondamental au départ. Ça suppose qu'on réfléchisse sur le sens de l'engagement, c'est-à-dire sur le rapport au pouvoir. Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service? Est-ce que je suis dans Eros ou dans Thanatos? Est-ce que je suis dans la vie ou dans la mort? Est-ce que je suis dans la pesanteur ou dans la grâce? Donc, c'est des vrais sujets qui doivent nous interpeller, qui renvoient d'ailleurs à une intériorité, à une dimension spirituelle, je dis le mot clairement, et parce que je pense que
il y a quelque chose qui est jamais dit dans l'espace public, c'est qu'il n'y a pas de transformation réelle, durable, s'il n'y a pas à la fois une transformation collective et des transformations personnelles. Je crois beaucoup à ça aussi. Et ça suppose par des moments d'intériorité, de grandissement personnel, d'où l'importance d'avoir dans notre équipe municipale et dans l'entreprise mairie un manager du bonheur pour travailler ensemble à comment créer les conditions de bonheur, de l'épanouissement et de l'engagement. Donc voilà, ça c'est l'éthique de l'action publique. J'ai parlé du lieu, j'ai parlé de l'état d'esprit, j'ai parlé des outils. Il y a un autre élément important, c'est il faut organiser régulièrement des rendez-vous citoyens avec les habitants. Penser que les habitants sont naturellement dans le désir de participation, c'est une erreur. Ils sont naturellement dans le désir de donner un avis, mais de la participation au long cours, c'est-à-dire celle qui prend en compte la complexité d'un conseil participatif, par exemple, c'est pas évident. Et donc, régulièrement, nous avons organisé ce que j'appelle aujourd'hui des Olympiades de la démocratie. En 98, Parlons ensemble de notre ville. En 2004, des États généraux permanents de démocratie. En 2011, déclinons le pacte civique localement. En 2015, Agora 15-20. Et là, prochainement, nous allons organiser des rencontres en quartier avec un double objectif. Que les habitants disent ce qui ne va pas et les solutions qu'ils peuvent co-construire avec nous, c'est le cahier de doléances. C'est bien français, c'est important, on puisse vider le sac. Mais en même temps, c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais pourquoi ne pas capitaliser ce qui va bien, et notamment le potentiel de bienveillance qui existe dans la ville. C'est important de positiver ce qui se passe dans une communauté humaine. Et on a pris tellement l'habitude, regardez les informations, c'est désespérant. Et il y a pourtant tellement de belles choses qui se font en soi-même, entre nous, et parmi nous et ensemble. Et donc, je souhaite que ces rencontres en quartier puissent positionner les habitants comme des vrais acteurs et le maire pas comme un magicien. Ça me paraît important et qu'on est toujours dans une co-construction d'activation de la citoyenneté dans notre ville. Dernier élément, tout ça, c'est pour mieux décider ensemble. Il y a un autre sujet qui nous paraît important, c'est comment développer, comment susciter le pouvoir d'agir des citoyens. Et à cet égard, nous avons mis en place un fonds d'initiative citoyenne qui permet de soutenir les habitants qui, lorsqu'ils se réunissent à quelques-uns et lorsqu'ils sont portés par le souci de l'intérêt général, eh bien, ils sont soutenus par la ville. Ça veut dire que le maire aussi prend une forme de distanciation par rapport à ce qu'il fait, qui n'est pas le seul acteur de la ville, qu'il y a plein de choses qui émergent de la tête des habitants, mais qu'il faut aussi soutenir, avoir cette distanciation capable de prendre en compte des initiatives qui se prennent sur le terrain. Par exemple, dans notre commune, une association éco-citoyenne est venue me voir pour qu'on mette à disposition un vieux bâtiment industriel. Quelques années après, ils ont souhaité qu'on réhabilite ce bâtiment. On l'a fait, mais c'est l'association qui est porteur aujourd'hui d'un restaurant associatif, d'une épicerie bio, d'un terrain qui leur permet d'approvisionner les éléments de l'alimentation au niveau de restaurant. C'est leur projet avec le soutien de la ville. Et on a fait un retournement. Ce n'est pas le projet de la ville avec le soutien des associations, c'est un projet associatif avec le soutien de la ville. Bravo. Pour les belles choses, je vous propose qu'on aille visiter le jardin de Patrick Baronnet, parce que c'est quelqu'un qui nous entend. Tu nous entends, Patrick? Active le micro, Patrick. Il faut activer ton micro, Patrick. Et on voudrait aller faire un tour dans ton jardin parce que c'est un homme exceptionnel qui, justement, en 68, s'est dit, moi, je vais peut-être pas rester dans le gaz lacrymogène et dans les coups de trick. Je vais montrer les petits actions. Alors, excusez-moi, sur les oreilles. Ça y est, vous entendez là? Oui. Bon. Il faut que tu coupes un des deux trucs. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui. Oui, je vois. Bon, et si je me promène, vous voyez? Oui. Bon. Ouais, on voit alors sur. On voit l'ordinateur. Enfin, on voit le décor. Il y a un petit écran où il y a l'ordinateur et il y a un autre écran parce qu'il est sur son smartphone. Il faut qu'il inverse les micros. Oui. Il faut que j'inverse les micros. Voilà. Est-ce que vous… Oui. On te voit là. Voilà. Donc, en principe, sur le smartphone, tu as le moyen de te montrer en façade ou en dorsale. D'accord. Donc là, D'accord. voilà, tu peux nous faire face. Mais ce qu'on aimerait voir aussi. Alors, je clique. Est-ce que ça va là? Faut inverser les caméras. Est-ce que ça va là? Ouais, il faut que tu t'éloignes de. Inverser les… Voilà. Est-ce que vous voyez là? Oui. On voit.
On voit ta maison. Alors, c'est quoi cette maison autonome? Alors, ici, je vous montre par exemple à 2 pas de ma cuisine, j'ai les salades. Vous les voyez? Oui. Oui, Ouais, super. D'accord. Alors, ici, c'est une serre qui chauffe la maison et qui On a du mal. économise phage, jardin. Est-ce que vous voyez? On n'entend pas bien là. Vous voyez? On n'entend Non. plus rien. Est-ce que vous voyez? On voit votre visage. Et est-ce que là, vous entendez à nouveau? oui, on D'accord. entend, mais on voit mal. Soit on a l'image, soit on a le son, en fait. Voilà, là, Alors, c'est bon. c'est peut-être le Wi-Fi parce que Est-ce que tu peux te mettre en 3G? là, j'essaie d'aller. C'est bon? Et oui, je pourrais. Est-ce que là, ça marche? Non. Là, c'est bon, ça marche. Désolé Ça marche, pour du direct. Oui, c'est bon. Ça va toujours? Oui, ça va toujours. On voit ta Bon. serre. Alors, est-ce que vous voyez l'éolienne qui tourne là? Ouais. Il y a juste l'éolienne qui tourne. Attends, je vais. Elle est en haut à gauche. Oui, Est-ce que je vous la voyez? On la voit. Au-dessus du toit, oui. Voilà, au-dessus du toit. Ici, vous voyez une petite éolienne, mais ça, c'est pour les enfants. Ici, vous avez un capteur solaire qui a 40 ans sur la droite. Hein. Ouais, on voit. Ici, vous avez des photopiles. Alors, ça, c'est depuis 22 ans, on ne paye plus de facture d'électricité. Donc, après, les commentaires, je vous le ferai, mais je vous montre simplement notre autonomie alimentaire également. Alors, à la saison, on fait beaucoup en serre. Est-ce que vous voyez la serre ici? Oui. Ouais, oui, oui. Voilà, ici, il y aura bientôt des poivrons, des aubergines, des melons, etc. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Et puis, je vais pas être trop longtemps, mais vous avez vu donc la maison dans son ensemble. Ici, on a des systèmes de phytoépuration. Et ici, vous avez des bassins d'épuration avec de la pouzzolane et des plantes qui épurent et qui vont dans une petite marque et devant la maison ici avec des poissons. Voilà. Excellent. Donc, tu filtres ton eau avec ça. Patrick, tu filtres ton eau avec, Pardon? tu filtres ton eau avec ce dispositif-là. C'est ça? Donc, je retourne devant l'écran. On va pas être trop longtemps sur la visite parce que je crois que vous avez vu l'essentiel. Ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est que notre expérience. Est-ce que vous me voyez là? Non, faudrait que je change. Ouais, on vous voit là. Là, vous voyez là? D'accord. Alors, ce que je voudrais, est-ce que moi je me vois pas là? Il faut peut-être changer quelque chose. C'est bon, vas-y. C'est bon. Ce que j'ai envie de dire, c'est que notre expérience dure depuis 40 ans, qu'il y a une phrase qui me semble très importante, c'est une phrase de Gandhi, « Je suis le changement que je souhaite voir pour le monde ». Et par conséquent, c'est un paradoxe, mais notre expérience individuelle concerne absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'on est extrêmement soucieux du bien commun et on a décidé avec Brigitte et nos 4 enfants de faire une expérience comme un laboratoire qui puisse avoir des données qui concernent tout le monde. C'est-à-dire que puisqu'on est dans l'urgence et dans le futur collapse, nous, on peut dire que si tout le monde vivait comme nous, il n'y aurait pas de problème. Et je parle en Occident, bien sûr. Et par contre, on a divisé par 8 notre consommation électrique, on a divisé par 8 la consommation d'eau, et tout ça, c'est fabriqué avec l'eau, le soleil et le vent. Donc, on est un prototype, et nous, on est prêt à essayer de donner une culture, une nouvelle culture du nouveau monde, et on a déjà reçu quand même 40 000 personnes. Donc, ça veut dire que les choses sont tout à fait possibles, mais ça passe d'abord par un changement, et ça a été dit tout à l'heure, par un changement personnel
Et je suis tout à fait d'accord avec la personne précédente, Joe Spiegel, je crois, qui disait que c'est une affaire d'ordre spirituel. Pour ma part, j'ai été 15 ans professeur de yoga et c'est peut-être ça qui m'a amené dès le début, à l'âge de 22 ans, à commencer cette expérience parce que la spiritualité, c'est pas une obédience quelconque, c'est considérer qu'on est responsable de ses actes au niveau planétaire, au niveau cosmique même. Donc nous, on est animés par cette volonté d'être cohérent par rapport à soi-même, et si chacun était cohérent par rapport à lui-même, les choses iraient beaucoup mieux. Donc voilà, on propose une sorte de prototype d'expérimentation qui est valable à la fois pour une famille, mais aussi pour un éco-hameau. Car une fois qu'on a eu assis cette expérience sur l'échelle d'une famille, on a ouvert notre lieu, on a acheté du terrain, et actuellement, il y a 6 personnes qui vivent, plus 2 enfants, qui vivent en totale autonomie. L'idée, surtout, c'est de montrer que si on divisait par 8 la consommation d'eau et la consommation d'électricité, il n'y aurait plus de problème énergétique. Et quelque part, ce n'est pas tant le problème de la production, mais le problème de la consommation et de la conscience des gens. C'est la maîtrise. Patrick, une question complémentaire, s'il te plaît. Quelles ont été, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure en disant que ça fait 20 ans que tu ne payes plus de facture d'électricité, quelles ont été les résistances auxquelles tu as pu être confronté de la part du système, hein, notamment en étant un site isolé par rapport à la consommation électrique ou des choses comme ça? Et par ailleurs, bien sûr, comment tu es passé outre, tu es surpassé, tu n'as pas été bloqué par ces résistances? Alors, c'est vraiment une bonne question. Je crois que Brigitte et moi, on est animés d'une volonté qui nous dépasse un peu. C'est qu'on est tellement soucieux du bien commun qu'on a dépassé tous les obstacles. L'obstacle, alors je vous rappelle que j'ai un certain âge, je vais le dire 72 ans, mais j'avais 22 ans en 68. Et en 68, on a décidé d'être cohérent par rapport à tout ce que voulait 68. Et on a de vivre. Alors attendez, il y a un petit problème là. Désolé. Bon. On a. Alors, excusez-moi, mais on a outrepassé les interdits sociaux, les moqueries, les ironies, parce qu'on avait tellement envie que notre message, entre parenthèses, notre message passe, que les colibets, les ironies, tout ce qu'on pouvait dire sur nous, c'était pas grand-chose par rapport à la mission, excusez-moi, mais je pense qu'on a tous une mission, à la mission que l'on avait, nous, de porter un message d'un vivre ensemble, à la fois humain, mais aussi par rapport à la nature. Et donc, on a bravé un certain nombre d'interdits, on en brave toujours, et il se trouve que ça, c'est un petit peu notre croyance, mais quand on est bien aligné par rapport à qui on est, en général, ça se passe plutôt bien, et depuis 40 ans, ça se passe bien. Donc, moi, ce que j'invite aussi aux gens, c'est d'être cohérent, c'est d'avoir la conscience des conséquences de la consommation occidentale par rapport au monde, parce que ça pèse beaucoup sur les pauvres de la planète. Ok, merci beaucoup. J'ai envie de donner la parole maintenant à des personnes qui sont venues présenter chambre, parce qu'on considère que c'est vraiment une solution. Alors, on pense que c'est une solution d'avenir, mais ça a été pendant très longtemps du passé. Qui a permis notre essor économique, on l'oublie. Donc, il y a Pierre-Yves Normand qui nous a rejoint, il y a Christophe Latouche qui nous a rejoint, il y a Sébastien Stern aussi. Et tous ces gens, on va les laisser se présenter, ils sont acteurs du secteur du chanvre. Et Monsieur Joe Spiegel, je pense que ça va vous intéresser. Je ne sais pas si à Kingersheim, vous faites beaucoup de chanvre. Mais c'est assez atypique, un flic, un ex-flic qui fasse la promotion du chanvre. Et je précise, je ne suis pas consommateur, mais, mais je pense que vraiment, on a tout à faire avec cette plante magique. Donc, je vais laisser parler dans un premier temps. Ne vous offusquez pas.
Pierre-Yves Normand, il a besoin de soutien dans son projet. Est-ce qu'on peut l'afficher en premier plan? Et après, donc, il y aura Christophe Latouche qui, lui, fait sa production de chant aussi, et Sébastien Stern, parce que c'est une start-up, et vous allez voir, c'est génial ce qu'ils font. Pierre-Yves Normand, à vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pierre-Yves Normand, je suis président de l'association Bretagne Chambre Développement qu'on a créée en 2001 pour mettre en place des solutions pour utiliser le chanvre dans le bâtiment. Et aujourd'hui, nous avons réussi avec la mairie de Quimper à signer des accords pour mettre à disposition les terrains municipaux pour la culture biologique, une mise à disposition. Et cette année, nous allons cultiver 5 hectares de chanvre sur les terrains de la mairie en partenariat avec un agriculteur biologique. Et cette production va nous permettre de transformer les graines, notamment en farine, pour en faire des produits alimentaires, avec un accord avec une école de Quimper qui prépare 3000 repas par jour, qui s'est intégré du coup dans notre projet pour la planète de Nicolas Hulot. Donc le projet est sélectionné parmi 1200 dossiers. Il en reste 420 aujourd'hui et c'est le vote du public qui va nous permettre d'être dans les 50 premiers pour mener à bien ce projet. Je vous présente ici quelques produits. Ici, on a le fil de chanvre qui est fabriqué à partir de la tige. On a également des graines de chanvre ici. Et avec ces graines de chanvre, on fabrique une farine que Monsieur Latouche fabrique. Avec ces farines, nous créons des biscuits protéiniques. Et ensuite, avec le reste de la matière, la paille notamment, on peut faire des matériaux de construction et d'isolation. On a également un développement sur de la plasturgie très intéressante, notamment avec des planches de surf et des bateaux qu'on peut construire en chanvre, et également de l'impression 3D qu'on peut réaliser également en chanvre. Vous avez compris, si vous ne connaissez pas le sujet, que le chanvre est quelque chose de merveilleux et de formidable. Le projet avec le fil de chanvre est de créer des vêtements, puisque nous n'avons uniquement que du coton et du nylon quasiment sur nous, et une filière, justement, de vêtements peut se recréer à nouveau. Et en Bretagne, nous pensons qu'une filière alimentaire de grande ampleur peut être montée. Et le gouvernement nous a sélectionnés. Donc aujourd'hui, on est 29e sur 420. Et si on arrive à aller au bout, on aura une légitimité pour justement aller parler aux mairies, aller parler aux chambres d'agriculture, pour passer un petit peu au-dessus de la mêlée et remettre cette plante-là exceptionnelle en culture, qui ne nécessite pas de pesticides, pas d'insecticides, toute seule en 3 mois, et qui nous permet du coup d'avoir un avenir pour la Bretagne. Bravo. Magnifique. Monsieur Spiegel, qu'est-ce que vous pensez du chanvre? Je ne connaissais vraiment pas toutes les finalités par rapport à ce produit. Je trouve que c'est remarquable. Il y a une diversification. Et ce qui me paraît important, c'est une dimension très locale, c'est le circuit court, c'est le lien entre l'environnement et l'économie, une économie nouvelle. Je trouve que ça fait partie des initiatives absolument fantastiques et je vous remercie d'avoir pu donner la parole à Pierre-Yves Normand pour expliquer ça, parce que c'est vraiment des initiatives fantastiques. Alors, ce qui est formidable en plus, c'est qu'en termes de stockage d'électricité, on est en train de vérifier les informations, parce que depuis 2014, bizarrement, on n'a plus trop d'infos. Mais il y a le docteur Miltin qui a prouvé que le chanvre avait une capacité de stockage meilleure que le graphène. C'est énorme, parce que pour faire des véhicules, on voit bien qu'aujourd'hui, la problématique, ça va être les métaux rares. Si on veut faire du renouvelable, il faut. Alors on prend plus de pétrole, mais on va sacrifier des endroits du monde pour les métaux rares. C'est une chose monumentale, désolé de le dire comme ça. Alors que le chanvre, ça a cette faculté de rassembler des gens autour d'une autogestion de la production, de faire, vous avez vu, avec, on fait du plastique, donc avec des imprimantes 3D, on peut faire sous licence, sous crypto-licence, des voitures Renault, à la rigueur, pourquoi pas, ou d'une autre marque, ou de la marque locale, avec une production locale autogérée. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Alors après, il ne faut pas se tromper non plus dans les volumes, on ne va pas tout révolutionner en chanvre non plus, mais voilà
quelque chose qui peut être intéressant. Alors maintenant, je vais laisser parler un spécialiste du chanvre, c'est Monsieur Latouche, puisque vous avez vu, il y a une relation entre Monsieur Latouche et Pierre-Yves Normand, mais après aussi avec Monsieur Stern, les startups. Juste, Alexandre, détail juste que je me permette de glisser comme ça. Il y a Noémie qui est là, qui part à midi. Je te glisse ça. Et du coup, comme c'est pas sur le chanvre, je ne sais pas si on fait une insertion pour lui permettre. Désolé, on va revenir sur le chanvre juste après. Noémie. Voilà. On vous laisse parler. Vous êtes de quel secteur? Je crois que c'est l'énergie partagée, c'est ça? Oui, Non, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. oui, très bien. On vous voit aussi. Oui, nous, on a initié. Donc, moi, je suis de l'Agence régionale énergie-environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Merci d'être là. demander un témoignage sur les centrales villageoises, qui sont au départ, qui étaient une expérimentation dans les parcs naturels régionaux pour produire différemment des énergies renouvelables en associant les territoires, donc les citoyens, les collectivités et les entreprises locales, dans une démarche de co-construction, comme ça a été un petit peu dit précédemment. Et cette expérimentation s'est transformée en modèle qui essaime aujourd'hui dans plusieurs territoires. Donc, il y a actuellement 33 territoires en France qui sont impliqués dans une démarche de centrale villageoise, c'est-à-dire dans une société locale qui a une gouvernance de type coopérative, dans laquelle les citoyens, les collectivités, voire les entreprises locales sont actionnaires. Et ces collectifs portent directement des projets de production d'énergie, pour l'instant beaucoup sur le solaire, mais à terme sur différentes filières. Et voilà. Et le principe de ces centrales villageoises, qui est basé sur une charte de valeurs, c'est effectivement de travailler en lien étroit avec les territoires, avec les collectivités notamment. On n'envisage pas d'avoir des projets qui soient complètement décorrélés, on va dire, des objectifs énergétiques des territoires. Donc, c'est vrai que les communes et les intercommunalités sont très présentes dans ces projets. Voilà. Noémie, comment vous avez réussi à convaincre les concitoyens de passer à l'énergie renouvelable? Comment vous faites? Comment ça se traduit? Quel est votre discours? Alors, quand on a lancé l'expérimentation, c'était en 2010-2011. Ça n'a pas été simple parce que, on va dire qu'il existait très peu de projets d'énergie citoyenne en France. Donc, on était vraiment au tout début. Et en plus, on n'avait pas de modèle très précis à proposer sur le plan juridique ou financier. Donc, c'est passé par énormément de réunions publiques, de réunions privées, enfin de pédagogie auprès des citoyens pour faire prendre un petit peu la sauce. Et sont venus, on va dire, ceux qui avaient envie de effectivement co-construire le projet. Donc, c'est vrai que tout le modèle a été construit collectivement. Mais ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris au moins 2 ans sur les projets pilotes pour faire émerger les premiers collectifs. Aujourd'hui, on a un modèle qui est plus précis, donc on va dire que c'est plus facile pour les gens d'y voir clair. On est quand même relativement sollicité, il y a une sensibilité quand même à la fois aux énergies renouvelables, à la transition énergétique, et aussi à l'argument de dire qu'on va placer de l'argent dans des projets qui sont proches de chez soi. Donc voilà, donc c'est quand même relativement parlant aux gens qui participent. Noémie, est-ce que vous travaillez donc avec les entreprises locales de distribution d'électricité? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que j'aimerais faire le raccord avec ce qu'a dit Joe Spiegel tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez compris qu'il faisait des tribunes citoyennes pour parler de l'intérêt général. La résilience fait partie de l'intérêt général. Savoir comment on va continuer à produire de l'électricité, ne serait-ce que pour avoir de l'eau potable, parce que si on a une rupture de charge électrique, Pablo Servigne ou Gauthier Chapelle l'explique très bien, même l'eau peut être touchée. Et Dieu sait que 3 jours sans eau, on est mort. Donc, la résilience s'inscrit là-dedans. Et donc, les ELD peuvent être vraiment une notion d'intérêt général. Entreprise locale de distribution, c'est pas faire la guerre à EDF, puisque j'ai compris qu'on renvoyait aussi dans le réseau. Mais c'est se préparer aux défis futurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des ELD et raccrocher ça avec ce qu'expliquait Joe Spiegel? Est-ce qu'il nous faudrait beaucoup plus de tribunes citoyennes
pour prendre conscience de l'importance de créer ces ELD? Alors, sur les gestionnaires de réseau, alors, pour l'instant, dans tous les territoires où on était sur des territoires où le gestionnaire était Enedis. Donc, on a effectivement eu à se confronter à Enedis pour les questions de raccordement au réseau, qui ont été un des points de difficulté technique, notamment en milieu rural où les réseaux sont moins denses et donc où parfois les coûts de raccordement ont été bloquants pour les projets. On a travaillé de près avec eux, notamment sur l'évolution un peu des pratiques, progressivement essayer de développer un peu des démonstrateurs pour voir quelles solutions on pourrait mettre en œuvre pour faciliter, on va dire, et augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques. Pour ce qui est de la question de la qualité de fourniture, d'approvisionnement, coupure, etc., qui pourrait nécessiter de mettre en œuvre des moyens de stockage. Alors, c'est vrai qu'on est quand même rarement concerné, sur les territoires, en tout cas, qu'on connaît. On a souvent quand même des très bons taux d'approvisionnement. Ceci dit, on a un site sur lequel c'est problématique et sur lequel on a lancé une expérimentation dite d'autoconsommation collective, où là, justement, l'objectif, c'est à l'échelle d'un cœur de village de pouvoir travailler sur un dispositif dans lequel on aurait de la consommation directe des particuliers, enfin des habitants, donc mairie, il y a un restaurant, il y a des agriculteurs, etc. Consommation directe auprès de la production locale. Donc ça se fait à titre expérimental et ça intègre des notions de pilotage, stockage qui pourraient permettre en cas de coupure sur le réseau basse tension de pouvoir passer quelques jours de façon autonome. Mais voilà, cette question d'îlotage, elle est vraiment ponctuelle, elle dépend vraiment des territoires. C'est plutôt effectivement sur les territoires de montagne en bout de ligne qu'on va avoir cette préoccupation. C'est moins le cas sur d'autres sites. Noémie, une série de questions très brèves chacune. En moyenne, à peu près, c'est combien de puissance chaque site? C'est combien de temps d'installation, pour que le site soit opérationnel? Et c'est aussi combien de personnes qui vont être couvertes par une installation en général? Pour l'instant, on est sur des petits sites. Donc, en fait, ça fonctionne par tranche. Donc, une société locale, déjà, il faut qu'elle se constitue, il faut qu'elle réussisse à avoir des actionnaires qui apportent du financement. Donc, selon les territoires, on est entre 50 et 200, 250 actionnaires, c'est très variable. Et puis, les tranches, donc en fait, ce sont des groupements d'installations photovoltaïques qui sont réalisés simultanément. Elles peuvent représenter entre 50 et 250 kilowatts. Sachant que l'objectif, c'est que ces sociétés locales, elles puissent développer plein de projets dans le temps. Hein, donc, c'est pas uniquement quelques toits photovoltaïques. L'idée, c'est que derrière, elles puissent faire de la petite hydraulique, des économies d'énergie et vraiment se mettre au service en fait des territoires pour avancer sur des actions de transition énergétique. Sur les temps de réalisation, on a quand même beaucoup évolué depuis le début. Aujourd'hui, entre, on va dire, l'émergence initiale d'un projet, c'est-à-dire un territoire où personne n'est mobilisé et on démarre juste une animation locale avec des réunions publiques, et puis le moment où il y a une mise en service des installations et une production effective, on va dire qu'on est sur des moyennes de 24 mois à peu près. 24 mois. C'est très court. C'est très, très court, puisqu'en fait, pour vous donner une information, lors d'une présentation que j'ai pu voir de Nicolas Hulot qu'il donnait à des députés européens, il indiquait que pour des plans de grosses installations, de grands projets de mise en œuvre d'énergie renouvelable en France, on était sur des délais qu'il cherchait à ramener à 6 ans. Pour la mise en place des projets. Donc, puisqu'on était sur des délais qui dépassaient la dizaine d'années, voire 15 ans. Surtout sur l'éolien et l'hydraulique, effectivement. Voilà, exactement. Et donc, à son échelle, en tant que ministre, lui déjà, il est en train de se battre pour réussir à ramener les procédures qui, en France, sont plutôt, on va dire, lourdingues, quand bien même les sites soient sélectionnés
correctement ou non, parce que ça, c'est un autre problème, hein, parce que, en tout cas, sur les énergies marines, je vous préviens en termes d'alerte que des sites qui ont été sélectionnés comme des sites cibles pour la mise en place d'énergie marine sont des sites qui sont des sites de réserve marine. Donc, c'est pas forcément top pour mettre du béton au fond de l'eau, quoi. Voilà. Mais donc, quand Noémie nous dit que ça se fait en 2 ans, c'est très, très court, très, très rapide, compte tenu du contexte français. Ok. Monsieur Spiegel, qu'est-ce que vous pensez en termes d'éveil des consciences populaires des administrés, est-ce que vous pensez qu'on pourrait réduire les timings pour décider les personnes à s'engager dans cette transition d'énergie partagée? Mais je pense qu'il faut qu'il y ait maintenant démonstration de projets réussis et je pense que c'est l'exemplarité qui va permettre de diffuser cette démarche d'énergie décentralisée parce qu'au fond, notre pays était marqué, et sans doute dans l'histoire, c'était compréhensible par une production d'énergie centralisée, atomique, énergie fissile. Moi, ce que je retiens dans cette démarche, c'est que c'est les initiatives citoyennes qui nous permettent de sortir progressivement de l'énergie fossile et fissile. Et donc, c'est avec les territoires que les choses vont changer. Et donc, il n'y a pas, pour moi, d'opposition entre des initiatives qui soient collectives. À Kingersheim, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire, à l'occasion de la rénovation de la toiture de la salle polyvalente, on crée une unité de production photovoltaïque avec énergie partagée. On a demandé à des habitants d'être actionnaires. D'autres occasions, c'est les citoyens qui mobilisent les collectivités. Je pense que cette énergie décentralisée est essentielle parce que ça s'accompagne d'une démarche de démocratie construction sur le territoire, dans les circuits courts. Et en tout cas, c'est la seule façon, à mon avis, d'aller vers plus de sobriété, vers l'efficacité et la substitution énergétique. Donc, il y a là un effet d'entraînement tout à fait essentiel. Je suis obligé de vous dire, je serais presque obligé de quitter dans quelques minutes parce que j'avais promis à Fabrice Vidal d'être présent à notre déjeuner de travail à midi 15. Donc, je suis désolé, je ne sais pas à quel moment ça se termine, mais je suis vraiment embêté parce qu'on m'avait dit que c'était 50 minutes. Je ne sais pas ce que… Voilà. Je suis désolé. On va juste vous montrer, si Pierre-Yves Normand peut nous montrer le chanvre qu'il a juste à côté de lui pour voir que ça pousse. D'accord. Et après, on va laisser parler, bien sûr, Christophe Latouche, parce que c'est vraiment le spécialiste pour faire pousser, le chanvre hein, dans la région. Vous voyez, c'est juste à côté de chez lui. Alors, l'image est un peu sombre. Et voilà. Je vois pas. Si. Donc, sur la case Pierre-Yves Normand, il est en train de montrer son jardin avec les pousses de chanvre qui devraient être pas loin. Pierre-Yves, vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Alors là, on a le champ de 5 hectares de la mairie qui a été préparé avec les semis qui ont été faits. Et ici, on avait mis en avance de 15 jours sur une mini parcelle test les graines. Donc, on a vu depuis hier les petits bébés plants qui commencent ici. Okay. Ici, on a le bébé plant de chanvre qui va pousser sans pesticides, sans insecticides, qui va nous faire 3,50 m en 3 mois et demi, capter autant de CO2 qu'un hectare de forêt sur 1 an, qui va nettoyer les sols, aérer la terre et permettre de mettre ensuite un blé avec 10% de rendement en plus grâce à la biodiversité qui est créée grâce à la plante. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Yves. On vous libère, Monsieur Spiegel. Quoi qu'il en soit, cette conférence est enregistrée. Donc nous, on va continuer et vous pourrez écouter le reste. Merci. Monsieur Alexandre, si je peux me permettre, avant que Monsieur Spiegel ne parte. Bonjour monsieur, pour ma part, j'habite donc en moyenne montagne en Savoie et je suis notamment en lien direct avec le maire de ma commune, Édouard Meunier, qui a participé à la première conférence de SOS Maire qui a été donnée en début d'année. Je voulais savoir, vu toutes les initiatives que vous avez prises et étant en lien avec pas mal de maires autour de chez moi et notamment jusqu'à Doluce-d'Oléron, si éventuellement vous accepteriez de leur donner des conseils ponctuellement ou je ne sais pas par quel biais, échange de mails, conférences, téléphone ou ainsi de suite, afin
de valoriser leur initiative localement et puis de les permettre un peu plus de conviction dans la mise en place. Avec plaisir. Il faudra juste me le dire suffisamment tôt pour que je puisse s'inscrire dans mon agenda, mais c'est bien d'échanger et de créer en fait des conditions de faire système, de changer de modèle démocratique. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se font sur le terrain. Ce qui manque, c'est que de nous mettre en lien et de mettre en réseau. Donc on va y travailler. On va y travailler. Ça, c'est un des gros projets qu'on va devoir mettre en place avec. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci infiniment de votre présence. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer cette conférence. Juste un petit mot de la régie. Juste pour, il y a Gérard Privat qui va nous quitter, qui n'a pas pu parler. Donc, s'il est encore là, je m'en excuse. Et juste pour dire qu'on fait, on fait de notre mieux dans le temps imparti. Avec l'outil, on n'a pas tout vu, mais en tout cas, il n'y a aucune volonté de ne pas faire parler quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il peut intervenir sur le blog, enfin, sur le site. Nous allons réorganiser ce type de conférence et on invite tout le monde vraiment à nous piquer la recette, voire inventer mieux. L'intérêt, c'est vraiment que les gens s'emparent des outils qui leur permettent de se mettre en connexion et de travailler ensemble. Là, maintenant, on va parler du chanvre et on va parler aussi habitation avec Kim Grochelten. Désolé, Kim, si je prononce pas bien. Pourquoi? Parce que le chanvre est donc une production locale, facile à réaliser, apparemment. D'ailleurs, on en fait même de la bière, n'est-ce pas, Hyper-Yves? On va goûter ça bientôt. De la bière. Il nous montre la bière qu'il produit. Mais aussi, on fait des habitations temporaires. Et ça, c'est le sujet de Kim Grochelten avec les personnes en transition. Donc maintenant, je laisse Christophe Latouche parler et Sébastien Stern. Si vous pouvez activer le micro. Bonjour Christophe Latouche. Bonjour à tous. Merci de cette tribune qui est offerte aux chambres. C'est quand même assez rare. Alors, pour nous présenter, Elchamps, c'est une entreprise qui travaille sur cette filière depuis 1998. On fête nos 20 ans d'activité cette année. On est passé un peu par toutes les étapes. Salut Christophe. Patrick. Donc en 98, tu étais chez nous. Intervenants, Patrick Baronnet notamment, il a du chanvre de construction chez lui dans sa cuisine, n'est-ce pas Patrick? Alors j'en ai même, il y a des problèmes j'en ai dans mon Zoom. Mais oui, je sais bien. Bon courage. Merci. Donc on travaille sur la filière chanvre depuis 1998. On a amorcé le travail sur la construction parce qu'à l'époque, il y avait un grand vide à ce niveau-là. On a travaillé pendant de 1998 à 2002, 2003, essentiellement sur la filière construction. Et on s'est intéressé à partir de 2003, 2004 à la filière alimentaire, qui est en fait une filière en devenir. Alors, on parle beaucoup du chanvre comme étant une filière qui est en train de se mettre en place, qui sera peut-être une filière d'avenir, etc. Pour nous, c'est du concret depuis 20 ans. On est une entreprise avec une vingtaine de références produits, on est une dizaine d'employés, on fait 70-80 jours de salon par an. Donc, on n'est plus dans peut-être le chanvre, ça va fonctionner. On est dans une réalité de tous les jours où la filière chanvre est en train de se développer avec de très nombreux partenaires. Le gros problème de la filière chanvre a toujours été la communication. Alors, on va faire un petit point quand même sur cette plante parce que à chaque fois qu'on parle de chanvre, tout le monde a un petit sourire sur le coin des lèvres. Et je vous avouerai que depuis 20 ans, ce petit sourire finit par avoir un petit peu de mal à passer. Alors, on va planter quand même le décor. Le chanvre légal n'existe pas à l'état naturel. Le chanvre légal a été créé par les Français il y a 70-80 ans. Donc, on a diabolisé cette plante depuis 50-60 ans, alors qu'il y a 80 ans, les variétés qui étaient cultivées seraient interdites aujourd'hui. Les variétés de chanvre qu'on produit aujourd'hui sont des variétés évidemment légales, qui ont été travaillées, sont des hybrides, qui nous garantissent un taux de THC, donc delta-9-tétrahydrocannabinol, inférieur à 0,2%. Aujourd'hui, on essaie de faire un amalgame ou de diaboliser cette plante pour en éviter le développement.
Pourquoi en éviter le développement? Tout simplement parce que c'est la plante de la décroissance. Et qu'aujourd'hui, l'industrie n'a pas du tout envie de voir développer cette plante. Alors, je vais citer quelques petits exemples rapides qu'a déjà cité tout à l'heure Pierre-Yves. Un hectare de chanvre en 120 jours de culture, c'est autant de pâte à papier qu'un hectare de résineux en 35 ans. Un hectare de chanvre, si vous le mettez en fermentation, c'est-à-dire si vous travaillez sur la méthanisation, c'est 3000 litres de méthane à l'hectare en 140 jours de culture. C'est 300 kilos de fibres à l'hectare en 120 jours. Le coton, c'est 70 fois plus polluant que le chanvre. Le chanvre était utilisé il y a 80 ans dans tous les textiles. La légendaire solidité des treillis militaires, les sacs des postes, les sacs à pommes de terre, la corde, tout ça, les voiles, Christophe Colomb, l'Amérique, c'est du chanvre. Et pourquoi l'a-t-on abandonné? Parce qu'elle ne génère pas suffisamment de profit pour l'industrie. Alors nous, on s'est intéressé à la filière alimentaire en 2001-2002 parce que la filière construction commençait à être récupérée par l'industrie. Donc, n'étant pas, nous, sur cette voie-là, on a décidé de se pencher plus sérieusement sur la filière alimentaire et on s'est rendu compte, d'abord avec les bibliographies, et ensuite en faisant des analyses, que la graine de chanvre était une graine d'exception. Et quand je dis d'exception, vous allez comprendre. On est sur une graine avec un taux de lipides qui est à peu près à 50-60% quand on travaille sur de la graine décortiquée. Des lipides qui sont incontournables aujourd'hui. On est sur des acides gras polyinsaturés avec des charges très très importantes, très équilibrées. C'est une des huiles les plus équilibrées du marché aujourd'hui. On est sur une protéine complète, 30% environ, avec les 8 acides aminés essentiels. On joue dans la même cour que les matières carnées ou l'œuf, exactement, sauf qu'on est sur des taux de protéines 2 à 3 fois supérieurs, directement assimilables par l'organisme, cru, produit en 120 jours. Autant vous dire qu'en termes de rapport à la protéine, de rapport à l'alimentation, on est sur un produit, une fois de plus, d'exception. 120 jours de culture. C'est semé, alors nous, on n'a pas encore semé, hein, on va semer dans la deuxième partie du mois de mai. On est sur une région qui est un peu gélive. La plante risque de prendre un coup au niveau du printemps. Donc, on a plutôt tendance à laisser les beaux jours arriver, la semer d'ici 8-10 jours. Elle chanvre, c'est à peu près, cette année, ça va être à peu près 150 hectares de chanvre, majoritairement en Bretagne, un petit peu sur la périphérie pour éviter les problèmes climatiques. Je ne peux pas me permettre de mettre dans la même fenêtre météo toute ma production, beaucoup trop risqué. On est sur une monoproduction. Il nous faut nous assurer nos besoins. Donc, on a à peu près 50 à 60% de la graine qui est produite en Bretagne. On en a un petit peu en Normandie, un petit peu dans le nord du centre du sud-ouest, un petit peu en Touraine. Et on travaille, on essaime. On essaie de monter des groupes de droite et de gauche, un petit peu, on en a quelques-uns en Auvergne, etc. Et on essaime, on essaie de mettre en place des filières qui vont permettre aux agriculteurs de travailler en direct. C'est-à-dire que El Chanvre ne veut pas s'inscrire comme une COP. On n'est ni une COP, ni un organisme stockeur, surtout pas. Aujourd'hui, je rêverais, moi, d'avoir des agriculteurs autonomes. Malheureusement, contrairement à ce qu'on entend, la culture du chanvre n'est pas simple. On vous dit, le chanvre, c'est une plante écologique, c'est incroyable, vous la semez au mois de mai, vous la récoltez fin septembre, vous ne vous en occupez pas. Oui, c'est partiellement vrai. Vous allez la semer, il faut la semer dans de bonnes conditions, chacun son métier, mais c'est au niveau de la récolte que le bas blesse. Aujourd'hui, les professionnels, les agriculteurs comme les entreprises agricoles, ce qu'on appelle les ETA, ne sont pas toutes compétentes pour récolter cette graine. Et aujourd'hui, le gros problème de la filière chanvre alimentaire, c'est un problème de qualité. On n'a pas de qualité sur la graine. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser notre filière d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, au champ, au four, au moulin, au labo et au comptoir,
Et c'est ce qui nous a permis de sécuriser la filière et d'exister aujourd'hui. Force est de constater que beaucoup de gens s'intéressent au chanvre. Combien avons-nous aujourd'hui d'entreprises qui peuvent se targuer de pouvoir gérer la filière en toute sécurité d'un bout à l'autre sur une filière bio? Et ça a été tout le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui. Je vais devoir vous interrompre parce que comme on a un temps limité et qu'on veut montrer tout un tas de solutions, on va reprendre cette conversation une autre fois si vous le voulez bien, parce que c'est très intéressant et moi j'ai des questions à vous poser sur la géopolitique du chanvre. J'ai fait une théorie là-dessus. Est-ce qu'on peut justement faire pousser du chanvre un peu partout? Ça sera vraiment intéressant qu'on puisse reprendre cette conversation. J'aimerais laisser la parole à la start-up avant de laisser Hakim. Donc la start-up, c'est Sébastien Stern. Oui. Sébastien, tu es là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais toi avec le chanvre? Comment ça crée et ça fédère des emplois? Alors, vous m'entendez? Ça fonctionne? Ouais, ça marche. Alors, je remercie Pierre-Yves et Christophe pour leur intervention, qui ont extrêmement bien expliqué tout l'intérêt effectivement du chanvre sur la partie alimentaire notamment. C'est une plante qui est magique. Je reprends un petit peu les termes de Christophe. Nous, de notre côté, on est convaincus que le chanvre est une plante merveilleuse qui permet effectivement dans l'alimentaire de créer énormément de produits. C'est une plante qui a beaucoup de qualités, beaucoup de propriétés. Christophe a parlé de son ratio oméga 3, oméga 6. On peut parler aussi des antioxydants, etc., etc. Nous, ce constat et cette envie de développer en fait le chanvre au niveau alimentaire, il est venu du sport, puisque moi, de par mon activité sportive assez intense, je cherchais des solutions naturelles pour m'accompagner sur mon bien-être et aussi dans ma performance. Et lorsque j'ai cherché notamment des solutions naturelles, celle qui est vraiment ressortie du panier, c'est le chanvre. Alors évidemment, pas le chanvre dans sa version illégale, mais le chanvre dans sa version légale. Et de là, en fait, est parti un concept. C'est Aurélien, mon associé, qui est à l'origine de ce concept-là. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, puisque alors je le félicite, puisqu'il se marie demain. On a conçu une marque qui s'appelle Hello Joya, qui nous permet en fait tout simplement aujourd'hui de distribuer en fait le chanvre sous différentes formes. Alors on va retrouver par exemple de la protéine que Christophe connaît bien puisqu'on travaille ensemble. On va retrouver des pâtes. Alors on va pas les appeler pâtes mais spécialité puisque le terme pâte est un petit peu spécifique. On va faire aussi par exemple du thé. Donc ici c'est du thé. On a un thé ici Vitalité et Douce Nuit, donc du thé avec de la fleur et les feuilles de chanvre. On va retrouver des graines, voilà, effectivement, dont Christophe a parlé, qui sont qui sont pleines de vertus, que vous pouvez mettre dans des soupes, dans des smoothies, etc., ou même manger comme ça. Et c'est des aliments qui peuvent vous accompagner en fait dans votre quotidien. Le principe de Greenleaf et donc de cette marque Hello Joya, c'est vraiment de rendre le chanvre mainstream, de remettre en fait cette plante en fait au goût du jour. Pour rappel quand même, c'est une plante du futur certes, mais c'est comme une plante ancestrale qu'on a utilisée pendant des années dans l'alimentaire, dans le textile. Christophe en a parlé. Et donc, on trouve important de pouvoir remettre au goût du jour cette plante, cet aliment, et de l'insérer, en tout cas, dans notre alimentation traditionnelle qui aujourd'hui ne suffit plus, ou en tout cas est utilisée dans une version malheureusement peu écologique, ou en tout cas peu intéressante pour le futur de notre monde. Okay. Notre slogan, pour faire court, pour finir là-dessus, c'est le chanvre, l'avenir de notre planète et celui de notre bien-être. Et je pense que ça répond en tout cas à beaucoup de problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Oui, Alexandre, pour rebondir peut-être quelques instants sur ce qui s'est passé là, c'est vrai que le chanvre, vraiment en soulignant la chose,
c'est un enjeu crucial, important et qui participe vraiment d'une renaissance et d'une résilience dans des logiques de permaculture, dans des logiques d'autonomie des territoires et dans des logiques d'autonomisation au niveau des filières industrielles. Il y a deux problèmes à la fois au niveau du chanvre aujourd'hui et je suis ravi vraiment de retrouver Christophe 15 ans après nos premières conversations au premier salon du chanvre qui n'a pas eu de suite à la Villette à Paris. Tu t'en souviens, Christophe, quand on s'était parlé à l'époque sur la diversité des produits et de l'histoire du chanvre. C'est un produit qui a été effacé de notre mémoire collective, quasiment, hormis quelques résistants qui sont tombés dessus par hasard, mais c'est aussi parce que en gros, c'est le même enjeu qu'avec les semences et les variétés ancestrales. C'est-à-dire qu'il y a une logique du pouvoir de décider que tel type de produit est illégitime et illégal. Et on fabrique comme ça de l'effacement parce qu'à l'époque, on est dans l'ignorance. Et donc là, maintenant, on est en train de reprendre conscience de ça. Quand on parlait des textiles, il y a un produit emblématique qui est le jean. Le jean, au départ, avant d'être fait en coton, était fait en chanvre. Mais comme en fait, on s'est rendu compte que c'était trop résistant, que ça durait trop longtemps, c'est pour ça qu'il y a eu cette bascule vers le coton et qu'il y a eu ce changement de fibre. Donc, on a tout d'abord un enjeu de pouvoir. On revient avec les notions de partage de pouvoir qu'évoquait Joe Spiegel au début, et un enjeu de pouvoir aujourd'hui, avoir bien conscience au niveau des acteurs de terrain, qui est donc de multiplier des parcelles de construction, de culture et de production de chanvre, parce que c'est une culture endémique ou ancestrale de nos régions, parce qu'effectivement, au niveau de nos contrées, on a effectivement des variétés de chanvre et on va voir remonter progressivement des variétés ancestrales qui sont adaptées à nos climats, mais aussi de l'autre côté, pour que ces cultures fassent sens et que comment dire, il y ait du désir pour y aller, c'est pas simplement par rapport aux promesses de bénéfices, c'est aussi parce que en aval, en quelque sorte, les marchés, les filières se structurent. Donc on a deux enjeux. Il y a un enjeu de production locale, diversifiée, disséminée, pour qu'on ait des parcelles de chanvre qui existent et qui soient cultivées localement parlant avec différents acteurs, que ce soit des entrepreneurs ou des collectivités qui jouent le jeu comme ça, de se dire oui, allons-y. Et aussi en aval, le fait qu'au niveau de l'écosystème, on renforce, on structure les débouchés, les filières, les marchés pour que économiquement, cela soit non seulement viable, mais surtout un facteur d'emploi et de désir. Voilà, merci Alexandre. Je t'en prie. Bon, maintenant on va parler avec Kim. Kim va nous expliquer ce qu'elle a fait, pourquoi. Et je fais juste un tout petit peu d'anxiogène. On parle aujourd'hui beaucoup des migrants. Quelqu'un comme André-Jacques Holbeck l'explique très bien avec Humanum, qui met en relation les urbains et les ruraux. Si on a un quelconque problème énergétique dû à la géopolitique ou un effondrement financier dû aux alertes du FMI qui alertent sur la bulle de la dette, ou même, et je fais un clin d'œil à mon ami Thierry Vincent, l'ami aussi de Charles-Maxence Laillé, l'éruption solaire, et là c'est la NASA qui en parle en 2014, on a failli revenir au XVIIIe siècle, nous aurons des migrants, mais alors ce n'est pas des migrants venus d'Afrique ou du Moyen-Orient ou de quelconque autre point sur la Terre, ce seront des urbains qui espéreront trouver en ruralité de quoi se nourrir. Et là, on a encore des petits soucis parce que l'élu Stéphane Linou a fait le boulot de savoir si dans un rayon de 150 km autour de chez lui, on était capable de se nourrir et de rester en bonne santé. Je vous invite à découvrir son travail. On va parler donc des personnes sans domicile fixe. Mais l'élégance de Kim a réussi à trouver un autre terme à ça, les personnes en transition. Je lui laisse la parole. Que fais-tu, Kim, et ton équipe? Ah, ton micro. Ah. Bon. On t'entend, c'est bon. C'est bon. Je vais y aller. Le monde est en transition, les êtres humains, à cette image, sont en transition. Toute personne, au moins une fois dans sa vie, sera de toute façon confrontée à une situation de transition, qu'ils soient étudiants et qu'ils doivent accéder au logement, qu'ils soient séparés, divorcés, expulsés. Effectivement, on est face à la vague migratoire aussi. Et puis, si nous sommes face à une crise sociétale, effectivement, comment le monde va évoluer. Je vous présente David Jeanneret qui est à côté de moi, qui est cofondateur de la Fondation Toit pour tous. Et il va vous parler de nos objectifs. Bonjour à tous. Donc, nous poursuivons 3 objectifs. Le premier, c'est l'hébergement. Le deuxième, c'est l'employabilité, donc lié à tout ce qui a trait à la permaculture et au Fab Lab, et y compris la réalité virtuelle. Et le troisième axe, c'est la visibilité des dispositifs et la prévention.
Voilà, parce qu'on rejoint la thématique de la sécurité. Il est clair que si on arrive à identifier ces dispositifs et finalement le besoin concret, on va espérer que les autorités puissent bouger. Nous sommes dans le concret, c'est-à-dire que nous avons tenté depuis plus de 2 ans l'implantation d'éco-villages dans les communes. Bien évidemment, on a été face à des résistances, c'est-à-dire qu'il nous fallait pouvoir rencontrer des femmes, des hommes humanistes, maires, parce que ce sont les maires qui font changer les choses, c'est-à-dire dans nos projets, nous sommes soumis à décisions politiques. Nous sommes soumis à pouvoir trouver des terrains de privés ou des terrains de communes, des terrains communaux pour faire aboutir ces projets. Donc, les résistances que nous avons rencontrées, quelles sont-elles? Nous avons essuyé des résistances politiques, bien évidemment, droite-gauche. Des résistances aussi entre ici en Suisse, le canton et les communes. Pendant ce temps, pendant toutes ces palabres, ces concertations et ces discussions, de nombreuses personnes sont dans l'urgence. Comment nous avons imposé, entre guillemets, en tous les cas, comment on a pu se faire entendre et permettre la légitimité de notre action? C'est que nous nous sommes entourés, bien sûr, de médias, de social media. Aujourd'hui, on a tous une puissance immense à travers les médias et il faut le faire savoir. Il nous faut, nous, être porte-parole de tout ce que nous mettons en place. Arrêter de nous positionner en victime, mais bien être fiers de tous les modèles précurseurs que nous souhaitons mettre en place. Bon nombre de personnes en difficulté qui ont aussi des ressources, des talents. En Suisse, il y a 1 million de pauvres. En France, 9 millions de pauvres. Si toutes ces personnes s'unissent, puisqu'elles ont toutes des formations, elles ont toutes des talents, elles ont toutes plein de choses à partager, eh bien, reprennent en fait leur propre puissance, en fait, simplement s'affirment en tant que telles, à travers de nouveaux modèles, à travers les médias et autres, eh bien, nous retrouvons notre propre force et nous pouvons appliquer ces modèles. Ce n'est plus une utopie, c'est une réalité. Et c'est en ce sens qu'on veut se voir déployer ces micro-villages, ces écosystèmes d'habitat. Et ces écosystèmes sont faits en chambre. Pardon ? Ces écosystèmes sont faits en chambre, enfin ces habitats. On peut tout envisager. En fait, nous, on a un modèle et on est très ouvert parce qu'on va co-construire ensemble en fait ce projet. Le but, c'est d'abord de voir les premiers modèles d'application en place et bien sûr qu'avec le temps, ça va évoluer, on va pouvoir les parfaire. D'abord, il faut pouvoir voir cela dans quelques communes, de dire ça existe, c'est possible. Et ensuite, bien sûr, d'améliorer ces projets pilotes. Très bien. Et tu réhabilites aussi des camions. Alors, il faut savoir que si on a un problème énergétique, les camions, ils ne bougeront plus. Par contre, on peut en faire des maisons, c'est ça? Oui, donc ça vient de Une Villa en urgence. Vous avez certainement entendu parler de cette initiative en France. La ville de Bordeaux, la ville de Paris, Nantes, différentes communes ont fait appel en fait à ces dispositifs-là. Ce sont des cabines frigorifiques aménagées en habitation qui permettent 30 mètres carrés de surface, mais ça a aussi l'avantage d'être très bien isolé. Donc, autant l'été que l'hiver, on peut loger des gens. Donc, ça peut répondre à un besoin d'urgence à travers des dortoirs où on peut accueillir jusqu'à 12 personnes. On a vu que les modèles d'application, c'est plus du 8 couchages, en fait, en termes de dortoirs. C'est beaucoup plus, comment dire, ça répond davantage en fait, aux besoins de terrain parce que 12 personnes dans un même habitat, il y a trop de promiscuité. Donc 8 personnes, c'est ce qui est en place. Et nous, l'idée, c'est aussi à travers ces camions relais d'urgence, effectivement, permettre à des familles d'être réunies parce qu'aujourd'hui, les familles à la rue, elles se retrouvent dans des hôtels. Les hôtels, c'est très, très cher. En Suisse, une famille à la rue, c'est 600 et à l'hôtel, c'est 6 500 francs par mois. En France, c'est à peu près la même chose, mais on ne parle jamais de ces chiffres-là. Et donc, l'idée, c'est dans ces mêmes habitats de pouvoir réunir les familles et leur permettre un habitat avec dignité. Ok, merci beaucoup. Nous avons maintenant Feriel qui est arrivée, il s'écrit. Alors, elle, c'est une permacultrice. Feriel, il faudrait ouvrir le micro. Subjective. Voilà. Vous m'entendez? Oui, elle est permacultrice. Donc, j'aimerais que, Feriel, vous nous présentiez ce que vous faites. Ça rejoint la notion d'autonomie. Ouais. Je viens pas d'arriver, hein. Je suis là depuis le début, en fait. Alors, moi, j'aimerais bien présenter la permaculture parce que je vois, en fait, que
dans beaucoup d'imaginaires collectifs, elle est une technique de jardinage ou un mode d'agriculture alternatif. C'est pas du tout ça. La permaculture, en fait, elle a été fondée donc, dans les années 70 par Bill Mollison et David Holmgren, qui sont deux collapsologues, hein, donc ils sont déjà collapsologues depuis 40 ans, et en fait, elle a été fondée justement pour répondre à l'effondrement de notre civilisation, hein, qui est évidemment éminent, et pour répondre à tous nos besoins vitaux. Donc, en permaculture, on travaille à la fois sur le bâti, thermique du bâtiment, énergie renouvelable, l'habité, hein, au sens comment je pourrais dire, sociologique du terme. On travaille sur les énergies renouvelables, on travaille sur la nourriture, on travaille sur la gestion de l'eau, sur le corps social. Donc, en fait, la permaculture, c'est vraiment la construction d'un système qui est holistique pour répondre à tous nos besoins. Ce n'est pas du tout simplement une technique de jardinage. Alors, évidemment, on produit de la nourriture. Le végétal est très souvent au cœur de nos systèmes parce qu'il permet de produire de la nourriture, il permet de créer des microclimats, il permet de faire du bois énergie, il permet de faire du bois construction, etc., etc. Mais c'est super important de comprendre ça parce que, en fait, la permaculture, elle a vraiment une puissance de frappe énorme dans ce contexte aujourd'hui, hein, où il faut qu'on réponde, il faut qu'on soit autonome, que l'humain puisse vraiment répondre à tous ses besoins de manière et en abondance. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en permaculture, on n'est pas dans une privation, je dirais. Au contraire, on va créer énormément de ressources à tel point qu'on est capable de les redistribuer aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés de faire de la permaculture. Simplement, si 10% de nous le font, on est capable de nourrir la planète déjà, dans un premier temps. C'est extrêmement important de savoir ça. Et pour moi, c'est fondamental. Et moi, c'est pour ça que j'ai changé de métier. Moi, je viens des énergies renouvelables à l'origine. Parce que pour moi, c'est la seule solution. C'est-à-dire que c'est la seule solution efficace et résiliente qui permet d'entrevoir tous nos besoins et d'y répondre de manière soutenable. Donc, moi, je travaille effectivement sur des contextes urbains, parce que ça me paraît évident que c'est dans les villes que ça va être le plus problématique, cet effondrement. Donc, je travaille sur le logement, sur la nourriture, sur la récupération des eaux pluviales, sur les énergies renouvelables. Enfin, voilà, c'est tout. En fait, je mets en place des systèmes qui vont répondre à l'ensemble de nos problématiques en ville. Mais je travaille aussi en milieu rural, donc avec des échelles qui sont différentes. Mais en fait, pour bien comprendre ce qu'est aussi la permaculture, tout le mouvement des villes en transition, hein, qui a été monté par Rob Hopkins, c'est de la permaculture. Rob Hopkins est un designer en permaculture. Donc c'est important, voilà, c'est important de savoir ça parce que c'est vrai que si on se focalise simplement sur l'aspect technique de jardinage ou agriculture alternative, on ne comprend pas la puissance de la permaculture et il faut qu'on la comprenne parce que c'est la seule solution. Très bien, Voilà. merci Marielle. On a Karine Prunier qui va partir d'ici peu de temps, donc je voudrais la laisser intervenir maintenant. Est-ce que vous nous entendez, Karine? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Bon, super. Bon, super. Survolté. Ouais, alors ça va peut-être reprendre un peu les propos de Noémie un peu avant sur l'énergie et voilà les citoyens en tout cas qui deviennent producteurs d'énergie. Alors je sais pas si vous connaissez un peu les Survoltés. Donc c'est un collectif d'une cinquantaine de citoyens qui a décidé voilà d'utiliser l'énergie du collectif pour une fois agir pour quelque chose plutôt que contre quelque chose. Et l'idée a été, après le traumatisme des gaz de schiste, de voilà, créer quelque chose pour rendre un territoire plus autonome en énergie. Et donc, ça a été la création d'un parc photovoltaïque, donc d'une ampleur assez grande, puisque c'est de 250 kWh crête. Et alors, nous, ça nous a pris quand même 5 ans. Parce que l'énergie des citoyens peut être aussi parfois un peu contrecarrée par la non-énergie des territoires et notamment de leurs représentants. Nous, ça nous
nous a un peu freinés. Mais voilà, aujourd'hui, le parc sort de terre. Il est inauguré le 26 mai, grâce à des partenaires également. Enercoop et Énergie Partagée ont été des grands acteurs pour que ce parc voit le jour. Et voilà, donc le témoignage est celui en fait de la possibilité, la concrétisation de la réappropriation de l'énergie par les citoyens, puisque ce parc est 100% géré par les citoyens en gouvernance collective. Bravo. Voilà. Et ça permet donc de rendre résilient un territoire. Ça montre le pouvoir citoyen pour s'opposer aux mairies qui ne veulent pas faire le boulot parce qu'on a fait SOS maire pour les maires gentils. Et puis ceux qui s'opposent à tout, en 2020, il y a des élections. D'accord ? Donc je pense que SOS maire peut aider aussi à l'opposition quand il y a des choses qui ne sont pas faites. Voilà, on est contre personne, mais on est pour l'humain. Voilà. Merci en tout cas pour ce témoignage. On va faire venir sur le plateau aussi Thibaut Mallet, mais je voudrais avant donner la parole à Raymond Zaharia, je crois qu'il est là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Maxence? Ne me laisse pas tout seul, s'il te plaît. Non, c'est très clair pour l'instant ce qui se déroule. On voit très bien qu'on a une problématique. En gros, c'est ce que Joe Spiegel nous a présenté dès le départ et également, bien sûr, Patrick, avec la visite de sa maison, c'est comment bâtir un écosystème. Et cet écosystème, il a besoin de différents éléments. Et après, moi, ce que je trouve super intéressant, et Joe reviendra sans doute pour nous en parler le moment venu, c'est cette initiative justement d'un fonds d'initiative citoyen qui permet de pouvoir soutenir, renforcer, accompagner des initiatives citoyennes. Et donc, il y a au niveau de ce partage de pouvoir, l'argent, les ressources monétaires, matérielles sont indispensables pour pouvoir concrétiser des choses. Il y a le fait de pouvoir les penser dans sa tête, il y a le fait de savoir les bâtir ensemble. Et ça, le collectif des Survoltés vient de nous partager l'info de façon très, très humaine, très, très généreuse, très spontanée. Et simultanément, on voit très bien qu'il y a le fait de structurer des choses et ça donne, par exemple, les centrales villageoises qui arrivent à essaimer alors que je pense qu'on était très nombreux au niveau du groupe ici parmi les conférenciers et aussi parmi les participants qui assistent à cette conférence, à n'avoir jamais entendu parler d'eux jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça. On est une force vive. Je le répète, prenez notre méthodologie, inventez une autre. On utilise Zoom, mais il existe d'autres moyens. Il faut que vous empariez du débat public. Nous sommes le pouvoir politique. Mais il ne peut être efficient que quand il est conscient, ce pouvoir politique. Donc c'est à chacun de nous de se dire, j'ai un pouvoir. Je fais quelque chose, je le montre aux autres. Ça inspirera de toute façon le maximum de personnes. Je voudrais laisser maintenant parler à Raymond Zaharia. Et ensuite, peut-être à André Jacques également. André Jacques va nous parler, bien sûr. Oui, donc bonjour, merci de me donner la parole. Je vais m'exprimer très brièvement. Pour moi, la grande surprise, c'est que une réunion sur le thème de la collapsologie et de l'effondrement me donne aussi la pêche. Autant la pêche, c'est vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Et les deux éléments, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je suis vraiment néophyte de Zoom. Donc, j'ai passé mon temps comme passager clandestin. Je viens de rejoindre officiellement la réunion, si j'ai bien compris, il y a 5 minutes, mais j'ai suivi depuis le début. Je ne sais pas bien me servir de Zoom. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'un des thèmes sur lesquels je travaille et qui peut intéresser le groupe ici, c'est ce que j'appelle les obstacles non techniques à la transition. Ce sont des sujets assez orthogonaux à ceux qui viennent d'être débattus ici. Par exemple, je m'intéresse aux effets négatifs d'une organisation internationale qui s'appelle l'IASB, l'International Accounting Standard Board, et qui définit les IFRS, les International Financial Reporting, etc. On construit la dictature du court terme. Ces gens-là ont construit la dictature du court terme dans l'esprit des dirigeants. C'est un exemple simplement de ce qui existe comme obstacle non technique à ce que nous cherchons tous à faire ici. Et je propose une démarche pour faire un recensement systématique de tous ces obstacles. Je n'insiste pas, ça peut paraître confus, mais je vais rajouter un lien
sur une page web qui est un document de travail et qui détaille tout ça. Naturellement, je salue tous les amis qui sont ici et en particulier André-Jacques Holbeck, à qui je dois cette heureuse rencontre. Merci de m'avoir écouté. Alors, on va le laisser parler un peu, André-Jacques Holbeck, avant de passer à des solutions avec, de nouveau, avec Thibaut Mallet. André-Jacques Holbeck, est-ce que tu peux déverrouiller ton micro, nous parler de qui tu es, Noum. Voilà, bon, très rapidement, parce que je pense qu'il y avait des choses très, très intéressantes de la part de tout le monde et je vais sûrement pas prendre la parole. Je me suis assez exprimé aussi bien sur mon blog que sur des vidéos, que sur plein de choses. J'ai fait des belles rencontres aujourd'hui, par exemple Maxence, que je connaissais pas, Kim, que je connaissais pas, et puis d'autres, bien sûr. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je suis un collapsologue pessimiste et que je pense que le système peut s'effondrer extrêmement rapidement du fait d'un effondrement du système financier. Raymond, qu'on vient d'entendre, m'a souvent entendu sur ce sujet. Donc, je pense que les maires doivent, et c'était le but c'est le but initial de SOS Maire, les maires doivent au moins autonomiser leurs services généraux. C'est-à-dire que il faut que les communes, alors chaque habitant devrait s'autonomiser, c'est bien évident dans les communes rurales, mais les maires doivent autonomiser leur administration, ils doivent autonomiser l'accès à l'eau potable pour tous les habitants, ça c'est absolument indispensable. Ils doivent conseiller les habitants de s'autonomiser, mais ils doivent aussi être capables d'entendre les habitants dans leur capacité individuelle. On a isolé un certain nombre de points que vous retrouverez sur SOS Maire. Bien sûr, il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a l'alimentaire, il y a la santé, il y a la sécurité. Et donc, il y a, je crois, dans chaque village, des gens qui ont des compétences. Et les maires doivent non pas dire bon, bah, je vais tout décider, mais je vais essayer de demander à chacun des gens compétents dans les villages qu'est-ce qu'on pourrait faire au cas où ça s'effondre, qu'est-ce qu'on peut avoir d'avance, qu'est-ce qu'on peut avoir préparé. Parce que si on commence à préparer le jour où le système va s'effondrer, le jour où les réseaux de communication, les réseaux de distribution peuvent s'effondrer, j'espère que ça ne se produira pas, bien sûr, hein, on est tous en train de se dire, pourvu que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, ils n'auront pas un an pour mettre en place les panneaux solaires, ils n'auront pas un an pour mettre en place la production en utilisant les communs, etc. Ils n'auront pas un an pour prévoir comment on fait pour donner de l'eau potable à leurs administrés. Ils auront une journée. Donc, il faut que tout ça, ça soit prévu avant. C'est cet appel que je veux faire au maire et c'est le but initial de SOS Maire. Voilà, merci. Moi, je suis un collapsologue et on est les deux pôles. On s'entend très bien avec André-Jacques, positif. Et là, je ne suis pas dans le négatif. Je me dis, au contraire, c'est une formidable opportunité. Et on a beaucoup de complicité d'esprit avec André-Jacques et avec les autres partenaires de SOS Maire parce que personne n'a raison et tout le monde a raison à la fois. Il faut juste naviguer entre ces différentes eaux-là. Moi, je pense qu'il y a des solutions et elles sont du domaine de la conscience. Par contre, c'est gnotis auton, apprends à te connaître toi-même. Et on sait que notre zone de confort travaille contre notre propre intérêt. Notre zone de confort mental, avec ses biais cognitifs, le déni, l'interprétation de la réalité ne nous aide pas. Mais il y a des moyens pour biaiser les biais. C'est le jeu. Je vous invite à lire les formidables ouvrages d'Idriss Aberkane. Et justement, si je parle de jeu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint sur le plateau, qui est Thibaut Mallet, et qui, lui, a envie de mettre en chorégraphie toutes nos théories, tout ce qu'on imagine, pour arriver à quelque chose de cohérent, c'est-à-dire, est-ce qu'un collapsologue, est-ce qu'un survivaliste, est-ce que quelqu'un qui pense que non, tout va bien se passer, est-ce que les preppers, enfin bref, tous ceux qui peuvent être représentés, les différentes tendances, ont raison, oui ou non. Et le mieux,
C'est quoi? C'est la mise en situation. Alors, Thibaut Vallée, je te laisse nous parler de ton jeu. Bonjour, ça va, vous m'entendez bien? C'est bon. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok, alors le jeu s'appelle Jouer l'effondrement pour le moment, hein. On va peut-être trouver un autre nom. L'idée c'est d'essayer de communiquer au maximum de personnes qu'est-ce que c'est que l'effondrement et amener les gens à se poser les vraies questions. Donc on part sur un jeu de société qui se déroulerait en gros en 1 heure. Au début du jeu, tout va bien, la vie est normale. On vit donc une personne ou une famille dans un village normal. Et au début, pas de souci. Donc au début, on peut choisir de se former, d'acheter, de préparer sa maison, de l'isoler, de récolter l'eau de pluie, de mettre des panneaux solaires. Et aussi d'essayer d'agir au niveau de sa commune, essayer de créer du lien, commencer des jardins partagés, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, ça va aller de pire en pire. Le coût de l'énergie va monter. Donc du coup, au bout d'un moment, ça ne vaudra plus le coup d'aller à son travail parce qu'on dépensera plus en essence que ce qu'on gagnera en salaire. Et donc voilà, au fur et à mesure, il peut y avoir la fin des retraites, la fin des aides au chômage. Là, on part sur l'hypothèse d'un effondrement sur 10 ans. Ce sera Montre-nous tes cookies. Montre-nous tes cookies. Si vous voulez, c'est vraiment encore work in progress. Donc, ça va pas être très, très parlant comme ça, mais au milieu, bon, il y a quand même un village schématique avec d'un côté les banlieues pavillonnaires et les centres commerciaux, au milieu l'école et aussi des cités parce qu'il va falloir aussi gérer éventuellement des personnes agressives. Donc du coup, est-ce que j'investis sur moi, ma famille et mon petit bunker? Est-ce que je suis au contraire beaucoup plus dans le faire en commun et essayer d'arriver à une monnaie, enfin pas une monnaie, un système d'échange des autres. Le principe de la gratuité, voilà. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Donc voilà. Donc ça, ce serait une version simple du jeu pour communiquer, mais on peut aussi, on va essayer de développer une version plus riche qui sera donc sur un wiki où chacun pourra customiser en fonction de son lieu, c'est-à-dire partir du plan de son village ou de sa ville. Et puis rentrer plus dans les détails de combien de watts, combien d'eau, combien de nourriture, à quelle surface, tout ça. Donc se poser les questions ensemble. Alors ce que tu proposes en gros, c'est un jeu de rôle. Il existe, vous savez, des reconstitutions historiques du type Le Puy du Fou ou en Belgique, il y avait la reconstitution de la bataille de Napoléon. Nous, ce qu'on veut jouer, c'est le futur. C'est-à-dire qu'on veut commencer à se mettre en situation et que ce soit des vrais jeux de rôle, que ce soit avec les bons paramètres. Tiens, est-ce que toi, tu me prétends qu'on peut encore avoir de l'eau? Ah ben, très bien, on va le voir. Et s'il y a un problème énergétique, combien il faut de watts pour alimenter la centrale d'épuration d'eau? Est-ce que, par exemple, les panneaux solaires installés par énergie partagée vont suffire à nous protéger de ça? C'est tout un tas de vraies mises en situation. On redevient conscient, on n'attend plus d'un pouvoir central, on n'attend plus du pouvoir énergétique du pétrole, de se dire est-ce qu'on va survivre? Et c'est ce que met en pratique, parce que c'est un game designer, je vous invite vraiment à le suivre sur Facebook, il est en train de construire ça, mais je pense qu'il a besoin aussi de conseils, d'aide, pour qu'on commence à jouer vraiment. C'est-à-dire qu'on y va avec... on se déguise en habit de policier, on se déguise en habit de permaculture, on se déguise et on fait les choses et on regarde comment ça fonctionne. On se met en situation, on comprend si ça tient la route, on ne passe plus de la théorie, mais on passe à la pratique. Et comme ça, on va vite être conscientisé sur ce qu'on doit demander au maire. Parce que je rappelle que là, on est sur SOS Maire, la conférence qui demande de la résilience. Voilà.
On va donner parole aussi au concept. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thibaut? Juste, on vient de créer donc une page Facebook qui s'appelle Enjeux communs. J'ai mis le lien donc sur le document partagé. Et puis voilà. Super. En complément par rapport à Thibaut et ce que tu évoquais, il y a aussi donc des groupes en Belgique qui proposent des mises en situation, des jeux, mais qui durent sur 4 jours à peu près, 4-5 jours, avec notamment des adolescents, c'est-à-dire c'est entre des 17 jusqu'à 22-23 ans, et donc ils leur font vivre une situation d'effondrement. Et ça permet aussi de faire l'expérience, parce qu'en fait, si on raisonne un peu management limbique, c'est-à-dire la façon dont les expériences s'engramment dans le corps à travers ce qui va se mettre en place au niveau de nos émotions, au niveau de nos hormones, eh bien en fait, la situation vécue va être plus complète au niveau, on va dire, multidimensionnel dans l'expérience et dans l'enseignement que si on est simplement sur une simulation uniquement d'ordre mental. Et donc, pour compléter l'approche de Thibaut, l'expérience en situation réelle ou en tout cas semi-réelle, hein, en quelque sorte, si on fait des références comme ça avec les jeux de rôle et tout ce que le mouvement des grandeurs nature, elle est assez enseignante et ils appliquent en fait des méthodes de travail qui relient, c'est-à-dire des méthodes d'animation de groupe, de partage de paroles, de circulation, on pourrait dire, de l'énergie collective au niveau de l'ensemble, qui permet donc de réguler les conflits, ou en tout cas de s'y confronter et de les traverser, que ça soit du conflit en mode source d'énergie, colère et ainsi de suite, mais aussi de l'énergie en mode tristesse ou effondrement en soi, à l'intérieur de soi, à l'échelle individuelle. Et donc, avec ces dynamiques de groupe-là qui vont, entre guillemets, exacerber les choses, mais qui permettent aussi, parce qu'ils ont des missions à remplir, et en fonction de comment le groupe progresse, le curseur, il monte en termes de difficulté. Et ça permet en fait à des groupes de jeunes, à des groupes d'ados en Belgique, ils ont déjà fait 5-6 séances comme ça de groupe, de pouvoir vivre qu'est-ce que ça peut être, et surtout d'éprouver, d'apprendre, d'être en situation d'apprentissage par rapport à des outils de gestion de stress, de gestion de fonctionnement en équipe, quand on est en situation où ça devient un peu compliqué au niveau des ressources. Et pourquoi c'est important de le faire? Je veux dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent la sécurité publique. Le problème, c'est qu'ils ne le sont pas assez. Alors, quand j'entends créer la sécurité publique, c'est être capable de donner à boire, on tient 3 jours sans boire, donner à manger, on tient un maximum 30 jours sans manger, et respirer un air pur, c'est quand même meilleur. Donc, tous les permaculteurs, tout le panel de solutions qu'on avait aujourd'hui, ceux qui sont capables de créer des choses en chambre, ceux qui sont capables de faire de l'énergie, ceux qui sont capables de nourrir, d'assainir de l'eau, de faire de la construction, font la sécurité publique mieux que le bâton du CRS, mieux que le bouclier, et puis le pouvoir central qui déciderait de... Ce sont, à mon sens, les vrais protecteurs. Par contre, la capacité d'absorption de ces gens-là n'est pas suffisante aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde ne raisonne pas comme ça. Si on a un problème systémique, on a donc des urbains qui vont aller en ruralité, imaginant que ça va être possible de manger là-bas et puis que les gens sont sympas. Non, c'est pas comme ça. On a 2 articles du Code pénal qui se confrontent. On a l'article 122.7, l'état de nécessité, les gens qui ont peur, ils partent des villes, ils ont faim, ils viennent en campagne, et là on a l'article 122.5, l'état de légitime défense. Donc, c'est un vaste carnage. Le but, c'est quoi? C'est de faire comme Oumanoum le propose, André Jacques Holbeck, on met en lien des ruraux et des urbains. On les fait se conscientiser sur les choses à faire, sur cette sécurité publique à augmenter, la résilience. Et à partir de là, on arrive à quelque chose de cohérent. Mais ça remet pas mal de cartes sur le plan de notre structure nationale, de notre organisation sociétale. Ça veut dire que le rapport à la vie change, le rapport à la monnaie change, le rapport à l'argent change, tout un tas de trucs. Donc là, on va passer à une autre phase de notre conférence qui va bientôt se terminer pour autant. C'est toutes ces personnes qui sont dans des concepts. Alors je pense à Hervé Joffre, je pense à Mathias Peucheret et aussi Christophe Manonex qui travaillent à redynamiser ces nouveaux échanges qui vont être structurels et nécessaires à ce qu'on arrive à notre résilience. Je laisse parler du projet phare Mathias Peucheret. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est OK. Oui.
Ah, vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Bonjour à tous. Donc, merci. Je suis vraiment très ravi de faire partie de ce collectif et d'avoir entendu tous les intervenants dans lequel je me retrouve en chacun. C'est vraiment extraordinaire. Particulièrement dans l'intervention de Kim à travers Un toit pour tous, dans lequel les relais phares est vraiment une description très très proche de ce qui a été présenté. On fait la même chose en France en fait. Le projet Relais Phare a été initié par Michel Reims, 88 ans, PDG d'une société de 1000 salariés à l'époque dans le BTP. Donc, quelqu'un qui est acteur vraiment dans le concret et innovateur dans des matériaux écologiques également. Et il a écrit il y a 25 ans ce projet Les Relais Phares qu'il a présenté pendant ces 15 dernières années à des élus, à des chefs d'entreprise, etc. Il n'a fait que de dépenser de l'argent pour proposer ce projet-là toutes ces années-là, avec bien évidemment des murs en face assez déroutants. Et moi, j'ai rencontré ce projet en 2013 suite à des épreuves où je me suis retrouvé moi-même SDF de luxe, entre guillemets, puisque j'ai rencontré une personne qui est parmi nous ce soir, qui s'appelle aujourd'hui, pardon, qui s'appelle Anne-Marie Bataille, qui est spécialiste aussi en intelligence collective, qui est vraiment un sujet important dans toutes nos dynamiques, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette sagesse coopérative qu'on peut aussi nommer de cette façon. Et le relais phare, en fait, c'est vraiment des lieux qui mettent en synergie sur un territoire un propriétaire, un fermier, un château, une ancienne usine, tous des lieux non utilisés ou utilisés partiellement et pas dans leur façon optimale sur tous les plans. Donc, on peut dire que c'est des lieux transdisciplinaires, des tiers-lieux de souveraineté, bien évidemment, à tous les niveaux, alimentaire, énergétique, et je pourrais dire spirituel, parce que dans les relais phares, il y a une dynamique spirituelle non dogmatique, il n'y a pas d'enseignement. Chacun trouve par l'élan intérieur d'abord, c'est-à-dire le relais phare accueille d'abord les personnes, et ça peut être un propriétaire qui a un lieu mais qui n'en fait rien, ou qui n'a pas les enfants forcément derrière qui vont reprendre la relève d'un travail qui a été fait, d'un travail paysan, d'un travail de production. Donc c'est reconnaître les valeurs, reconnaître les vertus de chacun pour pouvoir mettre après des gens à disposition qui peuvent être des profils comme moi, qui vont être des facilitateurs, des animateurs, des permaculteurs, bien évidemment, parce que on est là dans son sens de la permaculture, dans le sens le plus large, comme nous a dit tout à l'heure Feriel, dans cette dynamique-là, vraiment. Moi-même, je viens du milieu de l'énergie, électricien, musicien, énergéticien en médecine chinoise. Donc, j'ai eu à reconnaître ce qu'est l'énergie d'un point de vue extérieur, comme tous les spécialistes qu'on va avoir aujourd'hui dans l'autosuffisance électrique, dans l'énergie libre aussi, c'est un des sujets que je m'intéresse. Et j'ai fait le pont avec… On peut arriver au cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous montrer les Alors là, au niveau, là, la chose que je peux montrer, c'est voilà, on a 3 lieux aujourd'hui. Il y en a 6 en cours, dont un château près de Bourges qui est en train de se faire avec 500 hectares, qui est en conversion en bio. Donc, on est en train d'établir les contacts avec les gens, là, sur les lieux dans le Var. Hein. Je pourrais vous partager, en me contactant sur la boîte lesrelaisphare@gmail.com, je pourrais vous envoyer le petit résumé avec les 3 lieux où vous pouvez aller rencontrer les gens. Il y a eu des lieux qui n'ont pas continué. Et donc, l'idée, c'est que nous sommes un collectif qui puisse venir vraiment en aide auprès des élus qui ont besoin de gens formés aux gestions de crise, des gens formés à l'intelligence collective, des gens qui ont passé d'abord par la crise, qui ont déjà vécu l'effondrement intérieur et qui n'ont pas peur de l'effondrement extérieur, puisqu'ils ont fait cette relation entre leur monde intérieur et leur monde extérieur. Et donc, il y a vraiment une éducation à la paix à tous les niveaux et d'accueillir vraiment ce qui se vit à travers nous à tous les niveaux dans une vraie intelligence. Voilà. Ok, merci Mathias. Tu mets, s'il te plaît, tes liens sur le chat pour qu'on puisse se retrouver. Bien sûr, on va faire une autre conférence. On est limité par le temps. Merci beaucoup. Je vais parler, bien sûr, Hervé Joffre de son projet et Christophe Méniodex avant de conclure par Mathieu Coste. Il y a Anne-Marie Parent, je crois, qui est là. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Sinon, on passera tout de suite à Hervé Joffre. Allez, elle est là, voilà. Bonjour Anne-Marie Parent.
Vous êtes dans la pénombre, on ne vous voit pas bien. Il faut vous ouvrir le micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Et on va vous inviter à une autre conférence, bien sûr. Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez… Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, j'essaie de me tourner vers la… Oui, donc bon. moi, je travaille effectivement sur l'intelligence collective et les groupes projets pour accompagner les projets de type coopératif par rapport au lieu de vie. Donc, c'est comment vivre ensemble sur un lieu de vie ouvert à la solution de la nouvelle Terre, puisque nous sommes en train de vivre effectivement un effondrement et on est tous en train de se donner les moyens de préparer la transition et la transformation dont on a besoin au niveau local, régional, environnemental, et ça doit se faire effectivement avec la mairie, puisque moi j'ai participé avec Mathias à la création des relais phares. On est toujours bloqué lorsque l'on veut mener à bien un projet, soit financièrement, soit au niveau de la législation, au niveau de la loi, parce qu'on n'a pas le droit de construire sur un terrain agricole les bâtiments dont on aurait besoin, ou alors par rapport simplement à la mairie, parce que il n'y a pas forcément une communication qui est là pour se faire entendre, pour pouvoir concrétiser ces projets. Donc, voilà, moi je donne des cours, tout simplement, sur ces outils de l'intelligence collective. Avec Jean-François Noubel, c'est ça? Il y a eu une intervention de Jean-François Noubel? Oui, aussi. tout à fait. J'ai travaillé avec lui pour transmettre ces outils, les outils de l'intelligence collective. Vous trouvez le transitionneur, ça s'appelle La Révolution Invisible. Vous le trouvez sur Internet en français et en anglais. Donc les écrits et la vision de Jean-François Noubel. Aujourd'hui, on y arrive. On est en plein dedans. Il y a toute la population qui est en train de migrer vers le nord. Il y a des marches mondiales pour la paix. Et les relais phares, en fait, sont tout simplement des lieux de vie qui sont des sas de transition, d'accueil, de transformation, de co-création, pour vivre ensemble. C'est une solution sociétale, en fait, qui répond aux besoins. Voilà. Merci Anne-Marie. De toute façon, on va refaire une conférence sur ce sujet, à savoir que j'ai mis Jean-François Noubel en contact avec les gens de Neurochain. On parlera bientôt de la capacité de créer un nouveau rapport à l'argent. Alors, on décompose le mot, je fais un clin d'œil à Mathieu Coste. L'argent, c'est l'art d'être avec les gens. C'est plus être complètement soumis à un bout de papier par nos croyances. On revient aux histoires de zones de confort. Je vais laisser maintenant parler Hervé Joffre. Hervé Joffre a besoin d'aide aussi pour son projet Maena. Parle-nous-en rapidement avant que je donne la parole à Christophe Magnodex et à Philippe Mély. Donc, bonjour à tous. Vous me voyez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon, merci. Donc, bonjour et merci de votre accueil. D'abord, je suis admiratif par tous ces témoignages et ces initiatives. Alors, rapidement, qui je suis un ex-directeur de BHV, Castorama, Carrefour, Ikea. Donc, je ne suis pas un repenti, mais je suis effectivement un ex-acteur zélé de la consommation de masse. Et effectivement, à un moment de ma vie, il y a une dizaine d'années, j'ai toujours été sensible au gâchis, bien évidemment, et puis aux économies d'énergie, puisque vous imaginez que sur de telles exploitations, cela coûte cher. J'étais un électron libre chez Carrefour, un directeur avec des très bons résultats, mais j'étais ingérable. Donc, j'ai décidé de créer un concept qui s'appelle Maena. Il y a une page sur Facebook qui, en fin de compte, un concept tourné autour d'un nouveau modèle de prospérité durable par la vulgarisation de toutes les énergies renouvelables pour la mobilité, l'habitat et les loisirs, conçu dans un bâtiment de 7000 m2 dans une initiative Cradle to Cradle et Jugad Innovation, c'est-à-dire intégrant aussi un showroom, bien évidemment, de toutes les énergies renouvelables en fonction, un centre de formation pour les artisans, un Fab Lab,
un restaurant bio et bien sûr une boutique bio. Ce projet a été présenté à l'ADEME, à la direction de l'ADEME à Paris il y a quelques années. Et on m'a un peu regardé comme une poule qui découvre un couteau en disant « mais d'où il sort celui-ci ?» avec ses idées beaucoup trop visionnaires. Alors, on m'a orienté vers Total, vers Areva. Et bien sûr, ils m'ont regardé d'un air amusé en me disant « votre projet en France n'est pas possible à réaliser ». Donc, moi, je ne sais pas faire petit, malheureusement, puisque Maena, tout est conçu, le bâtiment est modélisé, les business models sont faits, les chiffres d'affaires sont faits, la structure de l'assortiment sous forme d'univers est réalisée, eau, vent, solaire, biomasse, géothermie et bien plus, bien évidemment. Et aujourd'hui, je cherche des relais. Et bien évidemment, vous imaginez que j'ai complètement changé de vie, puisque ex-cadre, comme certains d'entre vous, dans des grosses structures, j'ai changé de vie, j'ai fait un 360 degrés et je cherche des relais pour faire connaître Maena, pour le présenter et l'implanter dans une région, une capitale, une mégalopole. Et je suis prêt à partir à l'étranger, malheureusement, puisque la directrice des énergies renouvelables d'Engie m'a dit « ton projet est super, mais ici, on va te planter ». Voilà. C'est parce que vous ne connaissez pas le pouvoir citoyen. Bon, alors justement, voilà. Merci Hervé Joffre. Je laisse Philippe Milly parler de son projet. Allez, vas-y. Bonjour à tous. Merci de me recevoir à cette conférence. Je tiens à vous dire que c'est vraiment très inspirant et reboostant de voir toutes les initiatives que vous portez. Vous m'entendez bien? Oui, 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 on y va. Il nous reste 5 minutes. D'accord, ça fait très très vite. Je suis cofondateur de Cohero.org. C'est une plateforme numérique collaborative qui permet la co-construction entre collectivités et habitants et la mise en place d'initiatives locales. Notre objectif, c'est de permettre aux mairies et à leurs habitants de rendre leur territoire plus résilient. Alors, comment on fait? On permet aux mairies de co-construire, d'impliquer leurs habitants, de les consulter, de mener des projets locaux avec leurs habitants. Et on permet à tous les citoyens de mener des initiatives locales et de trouver du monde autour d'eux avec qui les réaliser. Pour que vous visualisiez un peu mieux, Cohero.org, c'est construit comme un réseau social de proximité tourné vers l'action. On a mis en place des outils très simples à prendre en main et ergonomiques. Voilà, on va se lancer en septembre. Il y a déjà plusieurs villes partenaires dès le lancement. Il faut savoir que Cohero.org, c'est une plateforme qui, sans les mairies, permet déjà aux citoyens gratuitement d'agir. En fait, tout le monde peut proposer une initiative, être rejoint par d'autres personnes autour de lui. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir un réel impact. Ensuite, les collectivités peuvent s'abonner et rejoindre tous ces gens. Pour donner quelques exemples et conclure, c'est des quartiers, des villes, des villages où des gens vont mettre des composteurs en place, des jardins partagés. C'est des collectivités qui vont mettre en place des champs participatifs, comme c'est le cas à Ingersheim. Okay. Voilà, donc il y a autant d'idées que de personnes. On va avoir un impact environnemental, social et démocratique. Merci, merci Philippe. Christophe, rapidement, avant de conclure avec Mathieu, on est désolé, on a dépassé le temps. Moi, je dois. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je vais faire d'abord bonjour à tous. Merci de me donner un petit temps. Moi, aujourd'hui, je gère plusieurs types de projets. J'en ai un, on va dire, qui est pour l'instant pour moi, un des plus importants que je gère, c'est celui de la BCF, qui est un projet de banque de nouvelle génération qui remet à sa place, on va dire, la banque pour sortir du système financier et permettre à développer toutes les monnaies qui sont en train de se mettre en place un peu partout en France et dans le monde, puisque on a déjà plusieurs pays qui sont intéressés. Donc ça, c'est on va dire la partie économique, et l'idée de tout ça, c'est pour pouvoir justement aider à soutenir. J'ai entendu plusieurs initiatives pour arriver à les aider à se développer de façon plus générale et plus sereine aussi, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'un des gros problèmes que nous rencontrons tous quand nous avons des initiatives, c'est à chaque fois le nerf de la guerre, comme on dit, c'est souvent la notion de finance. Alors j'utilise volontairement le mot finance, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de travailler avec la BCF, c'est de mettre en place
tout type de système qui permettrait de créer une économie, et en particulier ce que j'appelle une économie circulante. Donc ça, c'est un des points. Ensuite, je trouve cette initiative très intéressante parce que par rapport aux maires, c'est un des points que je travaille avec l'équitabilisme, pardon. C'est un petit concept humaniste qui demande à être retravaillé, mais on trouve le mot assez sympathique, qui a pour but d'être présent aux élections municipales dans pas longtemps. Et on essaye, alors moi le premier, de pouvoir prendre rapidement des mairies pour qu'on puisse justement développer des initiatives de ce type-là. Et mon troisième point, je finis avec le troisième point vite fait, c'est par rapport à ça, je suis en train d'essayer de mettre en place un système avec les différents élus de la Corrèze pour justement leur montrer qu'on peut travailler avec des citoyens et qu'ils apportent simplement leur soutien au moins moral. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Merci Christophe. Je laisse la parole à Mathieu Coste, que je remercie, ainsi qu'Alain Hayes pour toute la partie technique. C'est pas si évident. Merci à nous, merci à vous, merci à tout le monde, merci à la vie de nous permettre d'échanger à tout ça. En fait, j'avais envie de rebondir sur ce besoin d'intelligence collective, d'efficience, de reliance de nos autonomies, de sortir de nos zones de confort, de voir ce qui est possible de mutualiser. Et en fait, nous, on essaye de le mettre en œuvre à travers une réflexion autour des systèmes d'information territoriaux en bien commun. Et je trouve que la question du bien commun doit nous interpeller. Et le système d'information territoriale n'est pas qu'une question numérique, même si la couche numérique est importante. C'est aussi une question d'immobilière, c'est aussi une question d'énergie. C'est tout ce qui fait information sur un territoire. Et toute cette question, dans un contexte qui est cette révolution numérique, cet effondrement possible, est une réflexion complexe qui a besoin de beaucoup d'énergie et qu'on arrive à mutualiser en fait, tout ce qu'on fait. Donc avec SOS Maire, c'est ce qu'on essaye de faire. Avec chez nous, qui est éditeur et qui est un éditeur de transition. Donc, éditeur, ce n'est pas simplement des livres, c'est tout ce qui met en énergie. Donc, ça peut être un projet, ça peut être un livre, ça peut être un lieu. Voilà, et du coup, je pense aussi que là, on va être amené à faire des conférences plus thématiques pour que justement on puisse focaliser sur des sujets particuliers et aussi faire en sorte qu'il y ait de l'interopérabilité entre les projets. Parce que je suis très sensible à la plateforme, là j'ai oublié le nom, Oreo, et je pense qu'on doit faire attention à de ne pas recréer des silos. Donc, un système d'information, il doit pouvoir s'interopérabiliser avec d'autres. J'emploie des mots un peu, je ne sais pas si vous me suivez, mais en fait, on a besoin de créer des ponts entre tous les projets. Et notamment la démarche Code Social qui est d'avoir une méthodologie de description commune à différents projets. C'est pour un peu créer un Internet des projets et des organisations. S'inspirer un peu de ce qui a permis à Internet de devenir quelque chose d'aussi puissant, mais de le faire dans la sphère sociale et économique pour pouvoir justement faire face à tout ce qui nous, voilà, tout ce qui arrive et tout ce qui va nous demander d'être très, très efficient. Voilà. Tout à fait. J'ai parlé tout à l'heure des neurochains parce que ça utilise aussi la technologie mesh. C'est un Internet local et c'est très intéressant en termes de résilience parce que s'il y a bien une chose que nous a apporté le progrès, c'est quand même la capacité d'être connecté et de pouvoir discuter d'esprit à esprit. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde. Je vais laisser vraiment le tout mot de la fin à Charles-Maxence Layet. C'est beau de voir une telle force politique comme aujourd'hui, avec des solutions, avec des propositions. Un maire qui a été là, et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui étaient là, qui ne sont pas intervenus.
mais il y a beaucoup, sur 36 000 communes et un peu plus, de gens qui sont de bonne volonté. C'est vrai que quand on les approche, nous, avec SOS Maire, SOS, ça veut dire quoi? On va encore me demander des choses. Ah, aussitôt, la zone de confort, on dit, oh là là, il s'attaque au pouvoir central. Non, on s'attaque à rien du tout. On s'attaque au lobby de l'insouciance. Donc, on va justement transcender ce problème de collapse grâce à notre capacité à devenir conscient des solutions qui sont autour de nous. Merci à vous tous. Mathieu, Charles Maxence, je te laisse le tout mot de la fin. Alors, écoutez, merci beaucoup Alexandre et surtout gratitude extrême, énorme, immense à chacun d'entre vous et à cette illustration de la capacité à faire, à la fois être mis en mouvement et aussi à concrétiser les choses et pas simplement à ce que ça reste un fantasme ou une vue de l'esprit. Donc, j'ai d'abord de la gratitude pour toi, Alexandre, par rapport à ce rassemblement d'aujourd'hui. Bien sûr, à Mathieu pour l'excellent travail mené en coulisses sur la technique et à chacun d'entre vous. Et qui plus est, ça, c'est une mise en abîme merveilleuse. J'ai quasiment plus de batterie sur mon ordinateur portable. Donc, on voit très bien que la crise de l'énergie est réelle et concrète. Et donc, on doit jouer par rapport à ça et aussi jouer par rapport au fait, beaucoup d'entre vous sont en France disséminés dans plein de territoires. Voyez-vous en vrai, parce que en vrai, c'est le plus beau jeu de massivement multiplayer de réalité virtuelle, c'est la réalité justement. Et surtout, se voir en vrai, eh bien, par rapport à des problématiques de traçabilité, par rapport à des problématiques de suivi qui vont s'imposer de plus en plus au niveau des systèmes numériques, eh bien, c'est aussi un espace où il y a des degrés de liberté pour agir pleinement et en toute intelligence. Voilà. Merci à tous à nouveau. Merci. Au revoir. Fin de la conférence. Merci Alex. Merci Mathieu. Merci à tous encore. Et bon courage et bonne chance encore. À très bientôt pour d'autres conférences.